Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision ce mercredi. Nous sommes le 23 octobre 2019, coaction d'assassinat, violation des consignes et complicité des faits. Voilà ce qui est reproché au tribunal militaire de Yaoundé aux 7 militaires jugés pour avoir exécuté 2 femmes et 2 enfants à l'extrême nord du Cameroun. Les faits remontent, souvenez-vous, au mois d'avril 2015 à Zélévet, département du Mayo-Moscota, dans la région de l'extrême nord. On va dire aussi que à l'audience de lundi dernier, les militaires ont plaidé non coupables. Ces militaires-là ont plaidé non coupables. Ces 7 militaires ont plaidé non coupables. Rendez-vous le 4 novembre pour délibération. Pour cette affaire, on va donc attendre de voir comment tout cela va se goupiller le 4 novembre 2019. On va rappeler que la défense a également demandé que l'audience se fasse à huis clos, ce que le commissaire du gouvernement a refusé puisque les faits sont connus de tous les Camerounais. Il faut dire que lorsque cette vidéo a été rendue publique, le gouvernement a dans un premier temps, souvenez-vous, rejeté cette vidéo en évoquant que c'était une fake news. Certains étaient allés jusqu'à dire qu'il s'agissait du Mali. Voilà que la justice est en train d'être faite pour ces 2 femmes et leurs enfants lâchement assassinés, lâchement exécutés, exécution extrajudiciaire, exécution sommaire à l'extrême nord en avril 2015. Madame, Monsieur, c'est cette république que nous voulons, cette république où l'impunité n'a plus droit de citer, où l'impunité n'est plus acceptable, où l'impunité est inadmissible. C'est cette république que nous voulons, où la justice prend en compte les faits de clameur sociale. Et c'est l'occasion ici de remercier tous les Camerounais qui ont porté la voix lorsque cette vidéo a été rendue publique, puisqu'il fallait à l'époque être courageux pour contredire l'armada gouvernementale face à la montée en puissance des revendications et surtout des dénonciations face à cette vidéo où on voyait des militaires camerounais exécuter sommairement 2 femmes et leurs enfants. Donc les 7 militaires sont désormais dans les mains de la justice. Rendez-vous le 4 novembre pour la délibération de l'affaire. Madame, Monsieur, comme chaque matin, nous sommes très heureux de vous retrouver. On va surtout penser à Sochi. C'est en Russie où le sommet Afrique-Russie s'ouvre ce mercredi avec de nombreux dirigeants africains. Le président camerounais, un temps annoncé en Russie, ne semble pas y être. On va également dire que dans le même temps, il est annoncé ce jour à Yaoundé l'arrivée de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui arrive au Cameroun pour une visite de 2 jours. Il est censé rencontrer les leaders des partis politiques de l'opposition également. Madame, Monsieur, donc le plateau est en place comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour particulier à tous les collaborateurs du chef de l'État. Comment interpréter cette grâce présidentielle à tête chercheuse? On a eu d'abord le cas de Yves Michel Fotso qui a été libéré à un moment donné où les gens s'attendaient peu. Puis on apprend aussi que Inoni Ephraim, l'ancien premier ministre, quand même quelque chose d'incongru qu'on n'avait jamais vécu dans un pays, un premier ministre emprisonné, lui aussi vient d'être évacué de toute urgence pour l'Allemagne, alors que les autres vont se soigner en Suisse, les autres vont se soigner aux États-Unis et dans les plus grandes formations. Pourquoi ne pas libérer les autres? Odondon, qui est très malade, Marafat Amidou Yaya, très malade, Vamoulke, dont on dit que ses pieds ne répondent plus, pourquoi les maintenir là-bas? Telle peut être la question qu'aujourd'hui tous les Camerounais se posent, parce qu'on se rend compte que l'opération Épervier était tout sauf ce qu'on pensait. Voilà 2 choses essentielles à relever avec cette évacuation sanitaire de Chief Inoni Ephraim, ancien Premier ministre, il faut clairement le dire. Ça montre que dans ce pays, ces gens-là ont dirigé le pays, mais n'ont pas fait ce qu'il fallait pour mettre en place un dispositif sanitaire et médical qui puisse permettre que lorsqu'ils sont malades, qu'ils soient soignés au Cameroun, parce que voir des gens évacués parce qu'ils ont des problèmes
dentaires, c'est un véritable souci. Est-ce qu'il n'y a pas au Cameroun des gens qui peuvent soigner des problèmes dentaires? On se pose la question ce matin avec acuité. Chaque jour, on parle ici de plateau technique. On pense toujours qu'on blague, c'est un véritable problème. Il y a également ceci qu'il faut relever, c'est que non, Chalabel, on n'a pas à avoir pitié de ceux qui sont malades actuellement dans nos prisons. On doit dire que ces gens-là ont volé des milliards et des milliards de francs CFA. Monsieur, il y a des voleurs qui sont encore là, tapis. On n'a pas encore fait les obsèques, le deuil du pourquoi la canne a été avortée. Il faut qu'on pourchasse ces voleurs qui sont encore là tapis et qui nous regardent chaque jour. À défaut de les poursuivre, monsieur, il faut pousser qu'on libère les autres qui restent dehors parce que ça ne sert à rien. Non. Monsieur, il faut pousser de garder ces gens là-bas, ça ne sert à rien. Ça nous coûte au contraire beaucoup d'argent. Et pour rien, la preuve, ils sont couchés, ils sont malades, on n'a pas récupéré cet argent. Je vous ai dit ici qu'on a saisi les biens d'un ministre actuellement en prison. Quand vous voyez l'étendue de ce que ces gens-là ont comme patrimoine financier et matériel, on se pose des questions. D'où vient-il qu'un ministre a près de 45-50 voitures dans son parc automobile personnel? C'est pas possible, Chalamel. Donc, il y a quand même que ces gens-là ont fait du mal aux caisses de l'État. On doit les sanctionner et c'est pourquoi on dit que ceux qui sont en train d'être évacués actuellement, c'est un véritable problème. Monsieur, il faut pousser. Il y a une proche personne toujours dans ces pentes du régime qui dans la forêt du Sud a déboisé presque 10 hectares de la forêt du Sud pour construire son domicile avec un axe qui part de la voie centrale jusqu'à chez lui, goudronné et une énorme piscine. On doit les pourchasser, il a pris l'argent où? Ils sont nombreux. Non, le temps il faut les prendre. Charles Hamel, tôt ou tard, toutes les personnes qui ont mangé dans les caisses de l'État seront rattrapées. On l'a vu dans d'autres pays. Par exemple, au Nigeria, Sani Abacha, c'est plus tard qu'on a saisi, on continue aujourd'hui à saisir ses biens. Donc, il faut dire que tôt ou tard, quoi qu'il arrive, tous ceux qui ont pioché dans les caisses de l'État vont être rattrapés. Dans 20 ans, dans 50 ans, dans 2 siècles, quoi qu'il arrive, la justice se fera, personne n'oubliera. Ça restera un souvenir vif dans l'esprit de tous les Camerounais. Du moins, c'est le travail que nous faisons pour que l'impunité ne soit pas érigée en règle cardinale dans ce pays. C'est le minimum pour un pays comme le Cameroun ou pour un pays, n'importe lequel des pays. Également sur le plateau ce matin, je tiens à le rappeler, excusez-nous pour le ton un tout petit peu colérique ce matin, c'est vrai que ça fait très mal de compter les milliards de francs CFA que ces gens-là se sont arrogés et de constater que dans les hôpitaux, les gens meurent parce qu'il n'y a pas de seringues. Ça fait mal de voir qu'au Cameroun, les gens meurent parce qu'il n'y a pas de seringue à l'hôpital, alors que les gens volent des milliards et des milliards de francs CFA. Donc, aussi sur le plateau ce matin, Karine Sontia, on se calme. Hein? Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Après le grand dialogue national, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda se met à genoux et demande à tout le monde d'arrêter la guerre. Arrêtez de vous entretuer. Il est fatigué de ramasser les têtes partout dans la ville. D'ailleurs, il y a la vidéo qui circule, hein, Vincent G. La vidéo qui circule et je dois, à votre suite, quand même dire quelque chose de très important. Les gens sont en train de railler Monsieur Vincent G. Je trouve que c'est inacceptable, c'est incohérent. Nous sommes les premiers parfois à nous insurger contre ceux du gouvernement qui prennent parfois de haut les gens, qui sont parfois arrogants. Mais une fois qu'une personnalité comme celle-là fait un acte d'humilité, on doit apprécier cela à sa juste valeur. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Des problèmes d'argent encore pour l'organisation des élections de 2020. Prévu à 50 milliards pour le budget 2019, l'organisation des élections municipales et législatives. Le budget a obtenu un correctif ou alors a subi un correctif. Au mois de mai dernier, on a ramené l'enveloppe à 30 milliards. Aujourd'hui, on a besoin de 80 milliards pour, en plus des municipales et des législatives, on prévoit l'organisation des régionales. Comment trouver les 80 milliards de francs CFA? Mais surtout, comment organiser ces élections de proximité dans les 65 communes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Organiser dans la seule région, dans les seules 8 régions francophones, ne pourrait pas être considéré comme acté
la division du pays. Voilà l'équation que le gouvernement et surtout l'entrepreneur en chef doit résoudre. En tout cas, on va scruter de très près la session parlementaire du mois de novembre qui arrive très très vite. On verra ce qui sera décidé par nos députés et nos sénateurs. Est-ce que la Constitution sera révisée pour permettre au président de proroger une fois encore le mandat des députés? On verra très bien comment tout cela se met en place. Ou faudra-t-il définir pour cette session de novembre le statut spécial accordé au nord-ouest et au sud-ouest avant toute autre chose? On verra très bien, mais selon les informations qui nous arrivent, il semblerait que le 11 novembre soit la date charnière autour de laquelle on pourrait convoquer le corps électoral au Cameroun. On va donc scruter l'avenir, l'horizon avec attention dans les jours à venir. Madame, Monsieur, restez avec nous. Le temps pour nous d'ouvrir la première rubrique. Voici l'histoire du jour. Dominique Audrey Oyengelek est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire que maman Adélaïde nous a racontée hier soir. Maman Adélaïde est mariée avec Papa Jacques, ça fait longtemps déjà, et Papa Jacques a 76 ans. Il y a 36 ans environ, Papa Jacques a perdu tout ce qu'il avait parce que c'est un homme qui avait suffisamment d'argent et du jour au lendemain, il a tout perdu, comme par magie. Il n'a pu sauvegarder qu'une voiture qu'il a transformée en taxi. Et durant 36 ans, il a été conducteur de taxi dans la ville de Douala. Sauf que depuis un moment, ses enfants estiment qu'à 76 ans, on ne peut plus conduire un taxi, il vieillit et il est temps qu'il rentre à la maison et qu'il se repose. Hier, alors qu'il a garé sa voiture pour aller manger, ses enfants ont démonté les 4 roues des voitures pour qu'ils ne puissent plus se déplacer avec ce taxi-là. Je vous promets que si ce n'était pas les voisins, Papa Jacques allait baisser son pantalon pour maudire ses enfants dans la rue. Il a estimé qu'il est inadmissible que ses enfants qui ne s'occupent pas de lui viennent l'empêcher d'avoir son argent. Papa Jacques, selon sa femme, estime qu'il rationne toujours alors qu'il a des enfants de plus de 30 ans déjà qui vivent à la maison, que lorsqu'il est malade, c'est avec l'argent de ce taxi qu'il va se faire soigner et tous les problèmes qu'il a à la maison, c'est lui qui les gère. Ses enfants ne s'occupent pas de lui. Donc, il n'est pas question qu'il arrête de mener ses activités. Maman Adélaïde nous dit que pendant que Papa Jacques avait de l'argent, il n'était pas un bon mari. C'est un homme volage qui passait son temps à sortir, à dépenser et autres. Donc, quand il a tout perdu, il s'est réduit au taxi. Et aujourd'hui, elle dit qu'il accuse d'être responsable des actes posés par ses enfants. La question qu'elle nous pose, c'est de savoir comment faire sortir son mari qui est déjà très âgé de cette activité-là. Quelle est l'activité qu'on peut mener à cet âge-là et comment prévoir sa retraite? Comment ça s'explique qu'un homme qui a travaillé pendant longtemps ne puisse pas prévoir sa retraite? Et une autre question, ça c'est la mienne, comment les Bantous, eux, ils prévoient leur retraite? Ils préparent leur retraite. D'abord, Jacques, il faut le féliciter. À 76 ans, il est solide. Je tiens à le féliciter. Il est 76 ans, il est... Hein? C'est un danger. À 76 ans, il est solide. Parce qu'on a vu, on parlait ici hier de Delphine Sanga, qui est son aîné de 7 ans environ, mais qui est déjà sur la chaise roulante, qui est totalement... voilà, donc il faut dire qu'à 76 ans, il faut l'apprécier, il faut le souligner, il est solide. Et de deux, il y a quand même quelque chose d'assez important. Il y a une chanson où j'entends l'artiste dire « La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie ». Et il me semble que ce monsieur, après avoir tout perdu, a su se relever. Ça également, c'est à saluer. Il a su se relever. Donc, il y a 36 ans. Donc, quand il avait 40 ans. Donc, il a chuté quand il avait 40 ans. Il a su se relever. Il a su se retrousser les manches et recommencer à travailler. Je le dis parce que j'ai rencontré un homme tout récemment. C'était à Paris, à Châtelet, donc à la gare de Châtelet. Et cet homme-là était un SDF, donc c'était un mendiant, un sans domicile fixe. Et cet homme-là, je suis allé vers lui pour lui demander qu'est-ce qui se passe, parce qu'il récoltait les pièces dans une certaine boîte, dans une boîte.
Et cet homme m'a raconté son parcours, son histoire, et c'est terrible. C'est-à-dire que le monsieur était un riche, comme on dit au sens propre du terme, il était riche, mais il a tout perdu suite à un divorce. Et il s'est retrouvé dans la rue, en SDF, et voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que lui, il a su encaisser le choc. Il a réussi, il faut saluer ça. Il a su encaisser le choc. Il y en a qui, quand ils ont un choc dans leur vie, ça devient impossible du tout pour eux de se relever. Et donc, ce monsieur a su se relever, c'est important. Vous évoquez la question de la retraite et comment on prépare sa retraite. On ne peut pas dire que le monsieur, à 40 ans, c'est pas de sa faute s'il a perdu. C'est vrai que sa femme semble nous dire qu'il avait un problème de gestion financière, puisqu'il était volage, il était un homme vagabond, et donc du coup il dépensait son argent pour des loisirs et les plaisirs de la vie, ce qui semble-t-il a été à l'origine de sa chute. Alors bon, Began, on va tenter avec vous de répondre à toutes ces questions que cette femme se pose ce matin, et comment on peut en tirer, du moins comment on peut tirer des leçons de l'histoire de ce matin. D'abord, l'histoire du jour ne pose pas de bonnes questions. On assimile Papa Jacques à un bantou qui ne serait pas, qui n'aurait pas, qui n'a pas. Justement, c'est de mauvaises questions. Un bantou a deux orientations. La première, ça a été défini par un certain Krav Kafka qui, même malgré les visions de l'Occident, il a dit, je cite, les parents qui attendent de la récompense de leurs enfants sont comme des usuriers qui risquent volontiers le capital pour toucher les intérêts. Or, chez nous en Afrique, il y a deuxième qui se rattache à ça. On dit, il y a un proverbe qui dit ça veut dire quoi? La biche, à la vieillesse, il suce le sein de ses enfants. Vous comprenez? C'est pour répondre donc à votre question, à la question de la maman, question bête. Permettez-moi, maman Adélaïde. Vous avez un homme de 76 ans, ça veut dire que vous ne l'avez pas accompagné. Et ça veut dire que vous cherchiez à tirer l'essentiel. Vous êtes donc ce que dit Franck Kafka, vos enfants ne travaillent pas. Ce que vous avez espéré en voir dans votre retraite comme femme, vos enfants ne vous les donnent pas. C'est toujours le vieil homme qui continue à vous donner. Donc en fait, elle veut reposer tout sur l'homme qui lui a apporté toute sa famille. Jusqu'à cet âge, les enfants ne travaillent pas. Ils font quoi? Qui sème le vent? Qui sème le vent? Non, c'est pas comme ça. La tempête. Chez nous, en Afrique, les Bantous, le père éduque ses enfants par l'exemple. Vous pouvez dire à votre enfant, non, il faut toujours saluer vos aînés, il faut toujours. Mais il faudrait que vous-même, les enfants, vous voyez en train de saluer vos aînés, en train de faire ci. Donc, Papa Jacques, il montre, et c'est ce que les enfants d'aujourd'hui ne comprennent pas. Pourquoi papa continue-t-il à exercer des activités génératrices de revenus? C'est un exemple. Vous voulez donc que papa ne continue plus à exercer ses activités? Le problème n'est pas d'aller l'agresser. C'est de faire en sorte que vous ayez des activités qui puissent maintenir papa, sa santé, sa nutrition, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on vous dit, quand la biche vieillit, il suce le sein de ses enfants. Donc, oui. On comprend très bien. Ça veut dire qu'en Afrique, on prêche par l'exemple. Oui. Vous le dites si bien, la cohérence est là. Donc le père, il travaille, les enfants auraient pu copier ça. Oui. Mais il faut au moins avoir les rudiments. Envoyer les enfants à l'école, leur inculquer 2-3 notions pour que ces enfants-là puissent se lancer dans la vie. L'histoire ne nous dit pas. Est-ce que Adélaïde vous dit, papa, est-ce qu'il n'a pas participé à l'instruction de ses enfants? Là, l'histoire ne nous dit rien. On veut vous présenter un homme qui est bon à rien, mais ça veut dire au moins une chose. Comment un homme a pu avoir, d'abord le nombre des enfants, on ne le connaît pas, et il a pu encadrer 5 enfants qui sont dans une maison, sa maison où ils ne sont pas en location, et les 5 enfants ne peuvent pas encadrer un vieil homme. Lui, il était seul, y compris leur maman, on peut même dire 6. Lui, il a des revenus qui peuvent encadrer 6 personnes. Et les 6 personnes aujourd'hui ne peuvent pas trouver les revenus pour encadrer un vieil homme. Voilà comment on doit poser le problème. Voilà comment on doit raisonner. Voilà, ce n'est pas tout bon, n'est-ce pas? Non. Justement, et c'est le fait de mal poser le problème qui peut dire, vous entendez un enfant dire, tu as fait quoi pour moi? Il va même dire ça à son papa.
Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Bon, c'est cet enfant, comme il est même la pluie qui tombe du ciel, on vous explique comment le soleil a séché des trucs qui sont remontés pour forme de nuages. Donc, il n'y a rien qui est né ex nihilo. Donc, l'enfant, on t'accouche là sur le berceau, tu grandis le même jour et tu commences à accuser ton père. Au moins, tu as eu 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 30 ans. Il y a quand même quelqu'un qui t'a tenu par la main. Donc, voilà comment on pose le problème. Là, voilà comment l'Africain, pour répondre à la question principale de ma fille Audrey, gère sa retraite. Voilà comment l'Africain prépare sa retraite. Oui. Il prêche par l'exemple. Papa, 76 ans, je suis encore à mesure de participer à des activités génératrices de revenus. Vous dormez jusqu'à 10 heures. Et vous vous organisez pour venir même détruire ce que vous apporte la pitance. Voilà. Et sa retraite, donc, c'est là l'exemple. L'autre chose, c'est qu'il peut attendre. Les enfants bien élevés. Vous voyez d'autres papas et mamans qui sont bien encadrés par les enfants qui ont compris. Quand ils prennent leur maman en ville, ils disent moi je rentre, hein, votre ville là, je ne suis pas à l'aise ici, je vais au village. Vous l'amenez même à Paris, vous dites je ne vis pas ici. Je veux travailler. Voilà, papa vous dit non, c'est pas mon environnement ici. Vous voyez donc un papa soucieux encore, parce que lui, papa, il comprend l'environnement même d'aujourd'hui socio-économique qui est dans la paupérisation. Il dit, oui, mes enfants n'ont pas encore pu tenir. Les 100 francs, là, il faudrait. Et vous venez agresser votre papa. C'est la malédiction totale. Mais que leur maman Adélaïde, il faut réviser ta position, maman. Bon, elle n'est pas bonne, en ta tout position cas, là. Elle semble, oui, justement, Karine Tsonti, on a ici une maman qui semble n'avoir pas pardonné à son mari ses multiples infidélités, du moins ce qu'elle appelle infidélité. Et même quand vous ne pardonnez pas, il y a des enfants. Je pense quand même que l'histoire du jour nous dit certaines choses. La maman a précisé que c'est vrai que son mari, lorsqu'il était bien, il n'était pas un bon mari. Ça veut pas dire forcément qu'il avait plusieurs femmes, ou même s'il en avait plusieurs femmes. Ça veut dire que soit il ne prenait pas bien soin de sa famille, parce que ne pas être un bon mari ne veut pas forcément dire qu'on est infidèle. Le thème c'était volage. À moins que il était un bon homme. Volage veut dire quoi? Volage veut dire quoi? Il allait de femme en femme. De femme en femme. Il était vulgaire. Il a quand même pu construire, n'est pas en location. C'est bon. Non, c'est tout. L'histoire du jour nous ramène à un point. Comment est-ce qu'un homme qui a eu autant d'argent dans sa jeunesse s'est retrouvé de cette manière? Tout le monde peut perdre. Même quand vous avez un emploi, à un moment donné, vous perdez cet emploi. À un moment donné, un papa peut aller à la retraite. Mais comment est-ce que lorsqu'il a de l'argent, il situe ses enfants? C'est la raison pour laquelle vous voyez que lorsqu'un monsieur a de l'argent, il crée plusieurs comptes au nom de ses enfants. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez des enfants qui tous les jours sont auprès de vous, un enfant de 40 ans qui est auprès de vous, vous n'avez jamais daigné dire que sors de ma maison, on va te chercher. À un moment donné, il va vous manquer de respect. Je dis, à un moment donné, il va vous manquer de respect. Parce que vous serez pour lui maintenant comme un rival. Un enfant de 30 ans, 35 ans, qui est encore dans la maison de son père, c'est sa maman qui rationne dans la maison, monsieur Fopoussi. Et dit, peu importe le genre de papa que vous êtes, à un moment donné, vous allez être lassé et vous allez lui demander de partir. Mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi il ne le fait pas? C'est parce qu'il a le souci que ses enfants ne sont pas encore arrivés quelque part. Vous savez combien d'enfants débrouillards les parents accouchent et mettent dehors? Combien d'enfants débrouillards? C'est-à-dire que l'enfant arrive à 30 ans. C'est vrai qu'à un moment donné, il a fréquenté jusqu'à dire que je n'ai pas pu à l'école. Le père dit, ok, tu as déjà même l'âge de te chercher, sors de ma maison. Parce que tu n'as plus l'âge de partager la couchette avec lui. C'est d'abord de là. C'est d'abord de là que vient la question. Est-ce qu'ils ont été un jour préparés à quitter la maison familiale? Il dit, même quand vous êtes jeune, monsieur Fopoussi, et que vous êtes même étudiante, à un moment donné, vous avez honte de prendre l'argent des photocopies à papa. Il dit, à un moment donné, vous avez même honte de dire que papa, je vais fréquenter APK 17. Aide-moi là de transport. Parfois, vous allez dire même que papa, j'ai économisé hier, donne-moi pour aujourd'hui le retour. Parce que vous avez le souci que votre papa n'a pas. Vous savez qu'il n'a pas, mais vous aimeriez qu'il vous soutienne. C'est pour cela que moi, je dis toujours, lorsque vous êtes jeune et que vous n'avez rien compris, que la vie ci, on ne doit pas toujours compter sur les gens, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'à 20 ans, un enfant qui ne sait pas que je peux me lever et donner l'argent de beignet à mon petit frère, c'est un problème. Parce que lorsque vous êtes le premier, lorsque vous êtes devant, il y a quelqu'un derrière vous qui vous attend. Soit vous êtes l'exemple, soit vous êtes celui qui pourvoit.
Et c'est-à-dire que soit vous avez une vie rangée, propre, soit vous êtes celui qui donne, qui pourvoit. Parce que de toutes les manières, vous ne pouvez pas être dans une maison où c'est le père qui a 76 ans, monsieur Foposi. À l'âge où vous l'amenez chez vous, vous lui donnez des médicaments pour les articulations, vous le soignez, ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup de maladies. Le rhumatisme. Vous avez là des enfants qui ont accepté. S'organisent pour l'assassiner. Qui ont accepté que leur père cherche encore de l'argent à cet Avec la âge-là. complicité de leur mère, en réalité. Oui. Regardez un peu, monsieur Foposi. On vit quand même dans une société où on n'a pas beaucoup d'argent dans les familles, c'est clair. Mais je ne viens pas d'une famille riche. Et je vous assure que chaque fois que mon grand-père vient chez nous, il veut rentrer. Mais quand il rentre, il dit que envoyez-moi telle chose, envoyez-moi telle chose. Il ne veut pas savoir si aujourd'hui vous avez eu l'argent ou demain vous n'avez pas eu l'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a des enfants. Celui qui n'a pas d'enfants ne sait pas à qui demander. Tout à fait. Mais vous avez des enfants, vous êtes encore là à pouvoir pour la famille. À quel moment vous vous reposez en tant que vieillard? Quand la biche vieillit, il À quel suce le moment? sein de ses enfants. Et ce n'est pas une affaire de société occidentalisée, M. Fopoussi. Ce n'est pas une affaire de société occidentalisée, société traditionnaliste. Ça n'a rien à voir avec le type de société. On a affaire là à des enfants qui n'ont pas compris que lorsqu'on prend de l'âge, on se repose pour recevoir. À ce moment-là, on est dans la personne de celui qui reçoit. On ne donne pas. La seule chose que le Père peut vous donner, c'est le champ. La seule chose qu'il vous donne, c'est la plantation. C'est le terrain. Mais rien à voir avec l'argent, sauf si les personnes de café, ils vont, ils disent tel, je situe tel avec ça. Mais si votre papa n'a pas pu vous situer, ça ne veut pas dire que vous devez l'abandonner, démonter les roues de sa voiture. La seule chose qui lui permet de Son survivre. papa lui a laissé quoi? D'accord. À 40 Ok. ans, il avait déjà une maison. D'accord. Ah, moi, oui. Bon, Boc, c'est compris. Alors, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, il y a un proverbe qui dit chez nous, méfiez-vous du voisin qui pleure votre deuil plus que vous. Méfiez-vous du voisin qui pleure votre deuil plus que vous. Il veut dire que la maman. Vous comprenez, monsieur Eric Fopoussi? Voilà quelqu'un qui ne fait pas son deuil. Mais voilà les gens à côté de lui qui pleurent son deuil plus que lui. Sa femme et ses enfants. Attention! Un homme qui ne sait pas fructifier la richesse de sa femme est une main qui ne pourra pas fertiliser un sol. Une femme qui ne parvient pas à pérenniser la richesse de son mari est une femme qui devra mourir d'une maladie incurable. C'est inscrit dans les textes, monsieur Eric Fopoussi, de tout bantou. Donc une femme qui rentre dans la vie d'un homme doit faire l'état des choses. Elle dit son mari a eu de l'argent. Il mangeait seul. Même les miettes tombaient. Et ces miettes qui tombaient, elle pouvait pérenniser ces miettes, monsieur Eric Fopoussi. Elle aussi vivait. Elle a joui de cet aspect volage de son mari. Donc qu'elle ne vienne pas nous dire à la fin, ah il était volage, oh il a fait ceci, par conséquent je n'ai rien pu faire. Qu'elle avoue. Le devoir de l'homme c'est de donner le savoir à l'enfant, le savoir-faire. La femme c'est le savoir-être. Quel est le savoir-être qu'elle a donné à ses enfants? S'il vous plaît, Kadine Soldat, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme qui donne le savoir-faire. Le savoir-être, c'est la femme qui donne le savoir-être. Même le savoir, Le savoir-être, non, permettez-moi. Le savoir-être qu'elle a donné à ses enfants, c'est un savoir bancal. Je suis désolé, bancal, c'est un savoir bancal. Pourquoi c'est un savoir bancal? Elle a appris à ses enfants à faire la même chose qu'elle, consommer. Il vient avec, on mange. Il ne vient pas, on se regarde. D'ailleurs, votre père n'a jamais même été sérieux. Ça me surprend. Son argent, c'était pour les femmes. Voilà le langage en répétition qu'elle inculque dans l'esprit de ses enfants, monsieur Eric Fopoussi. L'homme n'a pas baissé les bras. La femme qui décide avec ses enfants de démonter, monsieur Eric Fopoussi, les 4 roues, c'est parce qu'elle sait que son mari a un autre moyen de subsistance. Cette femme n'est pas bête. Son mari peut avoir des maisons à louer. Son mari peut avoir d'autres immeubles quelque part. Son mari peut n'avoir pas... Parce que ça, c'est elle-même, la mère mange de ça. À moins qu'elle veut donner cet accès à l'un de ses enfants. Parce qu'il faut explorer les pistes. Soit c'est qu'elle a découvert que son mari avait une autre source de revenus. Oui. Elle dit immobilisons un peu pour voir la réaction de l'homme. Donc la femme se retrouve dans cela qu'elle travaille. Mais
C'est aussi important que les gens sachent que la retraite, elle se prépare. Faites le tout vraiment à quoi, monsieur Rifopoussi? Vous voyez des pères qui ils roulent avec les yeux globuleux, c'est sorti. Il a les cheveux blancs, il est fatigué. Il doit aller se reposer, monsieur Rifopoussi. Je pense pas que ce soit toujours pour l'argent. Je le dis, non, mais permettez-moi, monsieur Rifopoussi. Ça se prépare dans un environnement. Permettez-moi que, sauf que conduire demande des aptitudes sur les pédales. De conduire demande de la réflexion psychologique. Conduire demande à monsieur Rifopoussi, à un moment donné, une disponibilité visuelle, une acuité visuelle. Sauf que prenez en compte l'environnement. Non, monsieur Rifopoussi, prenez en compte l'environnement. Dans les sociétés traditionnelles, je prends le cas de la zone de Batié, par exemple. À Batié, il y a ce qu'on appelle, mes souvenirs sont exacts, il y a une danse qu'on appelle le métier. Le métier, c'est une danse que ceux qui ont atteint l'âge de 60 à 70 ans exécutent. C'est la retraite officielle. Ça veut dire que vous arrivez à la chefferie, le chef vous dit, ok, vous me construisez telle case. Le dernier travail que vous devez faire à la chefferie, c'est construire peut-être la barrière. Vous finissez de construire, point barre, votre travail est fini. Vous n'avez plus rien à faire dans le village. Vous prenez juste le nom de patriarche, vous vous retirez. En vous retirant, vous rentrez dans vos quartiers. On vous met le chapeau noir, vous devenez dans vos différents quartiers des notables, des patriarches, vous retrouvez le camp des sages où vous apportez, comme on va dire, ça s'appelle des régimes de plantain et tout, pour vous permettre de vivre. Mais il y a certains qui sont plus aisés. La retraite a été pensée chez les Africains. La retraite est suffisamment bien pensée chez les Africains. Mais sauf qu'ici, on est en train de pousser cet homme à une retraite volontaire, à une retraite forcée. Sa femme ne l'a pas préparé. Elle n'a pas préparé à dire, chérie, écoute, on a conçu maison au village. Laissons le taxi à nos enfants. Ils peuvent se débrouiller. Nous allons faire les champs au village. Non, à travers, je ne sais pas, ta petite maison que tu avais ou la maison que tu as donnée à l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs, vois comment on peut gérer. Donc je dis que cette femme qui immobilise ce taxi, forcément, il y a un plan B. Il y a un plan B quelque part. Donc elles veulent tester le mari parce qu'il doit avoir un plan B. Donc auquel cas, elle-même ne mangera pas. Bon, maintenant, s'il a un plan B, ça veut dire que le mari n'a pas de confiance en elle. Il n'est pas sincère, tout simplement. Ça veut dire que le mari n'a pas confiance en elle. Je veux dire, sauf que la femme veut encore pousser son mari à la faute. qui chute encore. Oui. Elle peut vouloir pousser son mari à la faute. Et le mari, il a compris ça. Voilà. Parce que on imagine que s'il a fait le taxi depuis au moins 36 ans, forcément, il a mis de côté un bon patrimoine. Je veux dire que par mois... Peut-être. Bon, Monsieur Foposi, je vous prends un exemple qui s'est passé sous nos yeux. Oui. Jeudi, le 1er juin 1995, le chef de l'État fait un discours où il vous annonce le bout du tunnel. Vendredi, le 2 juin, 5h30, les employés de la SOTUC arrivent, la SOTUC est fermée. On vous dit, vous n'avez plus de travail. Vous savez ce que représentait la SOTUC au Cameroun. Et vous verrez que les anciens chauffeurs de la SOTUC se sont reconvertis malgré eux dans le taxi. Est-ce que cet homme se trouve dans la même situation? On ne sait pas. Voilà. Pouvait-il être un ancien chauffeur de la SOTUC qui s'est retrouvé comme ça subitement dans la et on ne vous paye pas vos droits? Jusqu'à aujourd'hui, les ex-employés de la SOTUC, chauffeurs, douaniers, même ceux qui étaient dans l'administration, n'ont jamais rien eu de plus. Donc, lorsqu'une femme a de telle manière et ne voit pas ce que le mari, lui, il analyse l'environnement, il amène les enfants dans l'assassinat de leur papa. Charles Abel a dit, normalement, lorsqu'une femme arrive dans la vie d'un homme, elle doit faire l'état des lieux, l'inventaire de ce qu'il a déjà, et s'assurer que dans 5-10 ans, que ça ait fructifié fois 5. Voilà. Au cas contraire, vraiment, vous êtes inutile. Je veux dire, à un moment donné, vous êtes un facteur de régression et pas de progression. Ça, il faut qu'on le dise, c'est normal. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a des femmes qui ont un bon karma lorsqu'elles débarquent dans votre vie. Je peux vous dire ça. Vous devenez quelqu'un de l'or, de les mains. Ouais. Le sourire, comme ça. Vous rajeunissez, monsieur Rifopoussi, vous redevenez beau, vous redevenez élégant. Vous changez, et on vous se demande, mais qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Mais parce qu'il y a une femme derrière. Il y a des femmes avant qui n'ont rien foutu. C'est pour ça que moi, je ne vieillis pas. Oui, bon. C'est pour ça que je ne vieillis pas. Oui, c'est la fructification. Tout à fait. Donc, il faut le signaler. Vous savez, parfois, vous avez des femmes, je vous dis ça parce que c'est important.
que vous avez connu par le passé et qui vous revoit plus tard que vous avez changé. Elle ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Ça veut dire qu'elle ne pense qu'à votre parcours professionnel, mais elle ne pense pas qu'il y a une femme derrière qui a fait un travail d'orfèvre et qui vous a amené au sommet. Non, mais il faut qu'on le dise aux femmes. Pendant que vous jetez les hommes comme des ordures, il y en a qui récupèrent ça, nettoient tranquillement et repositionnent ça tranquillement. Donc, il faut faire attention. C'est la même chose, hein. Pendant que vous jetez des femmes comme des ordures, il y a des hommes qui prennent et réparent ça tranquillement. Et vous les voyez dans la rue, vous bavez encore. Non, mais c'est rare. C'est toujours la même chose. Et c'est très équilibré. C'est toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose d'assez. C'est tellement équilibré. Vous allez voir chaque homme quand il voit son ex dans la rue, il bave. Non, Karine, attention. C'est toujours quelque chose d'assez superficiel. Et c'est ça le problème, parce que c'est toujours quelque chose d'assez superficiel. On parle de choses qui soient solides, de construction solide. Pas que vous ayez une greffe, une nouvelle greffe. C'est pas ça. Non, mais oui, c'est ça en fait. Voilà l'expression, c'est bon. Oui, c'est ça en fait, c'est que c'est des choses assez superficielles. Et puis 2-3 mois après, vous les voyez encore au moins. D'ailleurs, moi je l'ai dit, et c'est un problème dans ce pays. Je suis allé, par jeudi, on m'a raconté l'histoire, dans un village là-bas à l'est. Mais quand vous arrivez là-bas, vous voyez des filles alignées. Je vous dis, c'est grave. Qu'est-ce qu'elles veulent? 1, le mari. 2, l'enfant. Vous demandez, mais c'est quelle histoire? Le Cameroun est devenu comment? Elles sont alignées devant les pygmées là-bas. Elles sont nombreuses. Elles viennent d'où ces femmes-là? Elles bravent tous les obstacles. Le Cameroun, et elles ont 35 ans, 40 ans, 45 ans. Elles sont alignées là. On veut le mari. On veut le mari. Bon, ben on peut vous dire. Lui connaît ça. Le nombre de jeunes femmes qui viennent là demander le mari, c'est terrible. Non, mais c'est un phénomène, il faut qu'on change ça. C'est un phénomène. Alors, Dominique Audrey, non, parfois, non, mais attention, c'est souvent des femmes, qui sont, c'est des femmes justement, qui sont à un niveau. Ça veut dire que vous voyez des avocates, des enseignantes, vous voyez des commerçantes, vous voyez, elles ont un niveau. Et imaginez pas combien elles payent. Veut dire qu'elle paye le gars pour que, et vous, le montant qu'elle sorte pour le gars, qu'elle veut le mari, ben c'est terrible. Mais là, si on parle des pasteurs, c'est un autre débat. Laissons pour les pasteurs. C'est là où sort le salaire des pasteurs. Ok, Dominique Audrey. Si maman Adélaïde a fini par découvrir, quand son mari a 76 ans, qu'il a une autre activité, ça veut dire que malgré le fait qu'il ait fait faillite, il y a 36 ans, il a continué à mener une double vie. Et ce n'est que juste qu'elle revendique, qu'il lui dise au moins la vérité. Je ne peux pas être avec un vieillard. Elle-même a quel âge? 66 ans. Elle-même a quel âge? Et au moins 10 ans d'écart. Elle peut encore refaire sa vie. Elle a 66 ans. Elle a 66 ans. Ça veut dire qu'elle est très jeune. Oui, elle est jeune. Elle ne peut pas être avec un... Ce que vous dit Dominique Audrey, ne le prenez pas comme si c'était impossible. Il y a beaucoup de femmes 66 ans, qui sont encore bien. 66 ans, vous les voyez chercher le blanc pour aller en France. Ça veut dire que moi, je comprends ce qui se passe. Dans les cybercafés, vous les voyez là, elles sont là, je cherche mon blanc. C'est un phénomène. On voit des choses dans ce pays. On voit des choses, monsieur Bachou. Des mamans, elles cherchent le blanc. Et vous savez que les vieux blancs de 80 ans, 75 ans là. Ça veut donc dire qu'elle ne veut pas assumer sa maternité. Elle a fait 5 enfants, elle dit... Débrouillez-vous avec votre père. Moi, je me cherche. Elle cherche l'amour, c'est pas le blanc. D'accord. Elle n'a pas eu avec Jacques. Elle abandonne femme et enfant. Elle abandonne homme et enfant. Jacques. Allez chercher Jacques de la Marguerite. Oui. Vous avez demandé à Karine ce que c'est qu'être un bon mari. Lorsqu'on a des enfants avec une femme, être un bon mari, c'est s'assurer que les enfants qu'on a avec lui sont bien. Si vous vous occupez bien de vos enfants et de votre femme, vous êtes un bon mari. Adélaïde dit qu'il ne l'a pas du tout été. Bien là qu'il faut voir. Bien là, c'est que les enfants sont bien. Je ne vais pas chez ma belle famille demander à manger. Je n'appelle personne quand les enfants sont malades. C'est ça être un bon mari. Pas seulement le cas d'Adélaïde, on le voit partout. Les hommes d'aujourd'hui sont comme ça. Dès que vous avez une petite activité, ils démissionnent. Ils ne font plus rien. Et ce ne sont pas ça des maris. Ce n'est pas ça des maris. Et vous la traitez aujourd'hui de consommatrice. Monsieur Mbachoua dit que même si elle était... Moi, je ne suis pas bantou. Ce langage... vous êtes blanche?
si vous voulez, occidentaliser. Voilà. Maintenant, vous êtes Elle hybride. assume, elle assume. Je ne suis pas bantou, même Vous un êtes peu. hybride. Parce que votre façon de penser là. Parce que si vous n'étiez pas hybride, vous ne nous parlerez pas de votre grand-mère. Donc, grand-mère plus occidentalisée, c'est hybride. Même les Ma grand-mère n'était occidentalisés pas- parlent de leur n'était grand-mère, pas ils ont les bantou. parents, ils ont la famille, ils ont les ancêtres. Monsieur Mbachoua parlait de miettes. Que même s'il était volage, il y a eu des miettes qui sont tombées. Ouais. Donc, je suis avec un homme. Vous êtes mon mari. Vous avez beaucoup d'argent. Vous touchez sensiblement 600 000, disons ça. Je dis n'importe quoi. À la fin du mois. Qui vous a dit que Vous tout 600 000? prenez... J'ai dit... Je dis vous n'importe a dit? quoi. On a prenez 100 000. J'ai dit... Prenez 100 000. 76 ans, ça Vous veut parlez dire que dans 66 les 000, années 80, Ok, si vous voulez... tout ça- le ça monde va- ne touchait ça pas valait 500 beaucoup. 000 là-bas. Ça valait alors beaucoup. Voilà. Ok. Il a acheté un terrain, il a 100 000 construit. de l'époque. Et vous venez me donner 10 000 à la fin du mois pour que je rationne. Vous voulez que j'économise quoi là-dedans? Que je m'occupe de mes enfants comment là-dedans? Donc, vous dilapidez l'argent dehors avec les femmes et vous attendez à ce que les miettes... Donc, c'est la femme que vous avez dotée, que vous avez épousée qui doit avoir les miettes. Vraiment, les hommes d'aujourd'hui me dépassent. Vous réfléchissez Monsieur vraiment. Fofossi. C'est pas un Vous homme réfléchissez d'aujourd'hui. solo. 76 ans, Je ce ne n'est pas un homme réfléchis d'aujourd'hui. Vous réfléchissez solo. C'est monsieur Mbachou qui l'a dit. Non, un homme de Monsieur 76 Mbachou ans. est On va d'aujourd'hui. s'arrêter là. C'est Aujourd'hui, un homme de j'ai 76 pas ans. fini. On va s'arrêter là, Dominique Jacques, Audrey. Jacques aujourd'hui subit ça parce que c'est la culpabilité. S'il n'était pas coupable de la mauvaise éducation qu'il a donnée à ses enfants, il n'allait pas C'était pas subir l'homme qui ça. a éduqué ses Ok, enfants. c'est compris. Alors, madame, monsieur, on lira les messages en deuxième partie. Restez avec nous. Voici la colère de Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question des dépenses effectuées à ce jour par ceux qui ont la charge de diriger ce pays, à travers notamment la question des contrôles routiers, contrôle de police, contrôle de gendarmerie, contrôle mixte. Comment comprendre le presque trop plein de ces différents contrôles? Axe Douala Banganté, plein. Axe Douala Bafoussam, plein. Axe Yaoundé Bertois, plein. Sur le corridor entre Douala et N'Djamena, long de 2977 km, l'on a recensé à une certaine époque 103 postes de contrôle jusqu'à la frontière tchadienne, incluant la police, la gendarmerie, les douanes, les services de protection de la faune. Savez-vous qu'un seul camionneur était obligé de payer entre 150 000 et 200 000 francs CFA de taux de frais pour atteindre sa destination? Comment comprendre que la présence des contrôles n'a du tout pas réduit la question des accidents de jour comme de nuit? Sur 35 000 cas d'accidents répertoriés entre 2006 et 2010, 35 000 blessés ont été dénombrés et 6 000 morts, soit une moyenne de 1 200 morts par an et un taux de mortalité de 8%, qui représente la moitié des personnes atteintes de paludisme, première cause de mortalité au Cameroun. Ayons le courage de nous dire la vérité en face. Les accidents de la circulation, ce n'est ni un décret, ni un tour de magie qui y mettront fin. Parfois, on se retrouve à avoir des accidents dus à la présence plus que massive de ces différents contrôles de police. Les touristes qui émettent le vœu de parcourir les axes de Douala-Yaoundé ou Douala-Banganté, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bertois sera surpris par la pléthore de postes de contrôle de police. Je ne parle pas de Yaoundé-Ngaoundéré. J'ai compté pour vous. Ils sont environ 13 à 15 de Douala à Bafoussam au Banganté. Ils sont installés, ils sont spontanés, ils sont mobiles. Savez-vous que sur une distance de moins de 30 km à l'est Cameroun, on compte 8 postes de contrôle de différents sectoriels? Savez-vous qu'on enregistre 32 postes de contrôle entre Maroua et Yaoundé? Non seulement les éléments déployés sur la voie publique ne font pas le travail attendu, mais ils s'engraissent à leur propre compte
et tout cela sans crainte. Voilà une thématique qui nous permet ce matin de se rendre compte de l'échec, simplement, parce qu'on va dire que les résultats sur nos routes ne sont pas ce qu'on pourrait souhaiter ou ce qu'on pourrait attendre des grandes annonces qui sont faites. Bon, Bengan. Oui, effectivement. Là, je pense que le hic vient au fait qu'on ne sait pas pourquoi il y a des contrôles dans la route, sur la route, sur nos routes. On ne sait pas pourquoi. Au départ, il était question de lutter contre le transport clandestin. On aurait attendu que le gouvernement accélérera les procédures d'accompagnement de ces Camerounais qui voulaient avoir des agences de transport. À notre époque, lorsque ça commence, nous on avait les Kassavièmes. C'est après que sont venus les coasters et tout. Donc, on luttait donc contre le transport clandestin pour permettre aux opérateurs économiques de prospérer dans le transport. Il en est même. Mais il y avait un autre secteur qui était également mal organisé. Parce que ça me rappelle même les Moussa Yaya. En fait, quand vous entendez parler du bureau des G7 de front terrestre, c'est les Moussa Yaya, les Koloko Lévis, c'est eux. Ils avaient les camions comme ça, parce que le port de Douala ici, faut. C'est progressivement qu'on a organisé cette activité, qui aujourd'hui n'est même pas encore bien organisée. Parce que eux-mêmes, les transporteurs, lorsque l'État a commencé à leur dire, vous verrez que les chauffeurs n'avaient pas de contrat de travail, précisément parce que ce n'est pas une entreprise qui les recrutait. Ceux qui étaient dans Delmas, Cameroun à l'époque, ou Crevette, ainsi de suite, pouvaient bénéficier, mais parce qu'eux étaient dans les entreprises. Mais les autres particuliers n'en avaient pas. On est donc, je veux dire, l'évolution, ou alors les changements socio-économiques ont fait que ce secteur de camionneurs est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui, mal organisé. Le secteur des transports interurbains également mal organisé, parce que cela ne s'est pas accompagné des infrastructures routières, cela ne s'est pas accompagné des bonnes entreprises qui exercent dans ce secteur-là. Maintenant, les contrôles, on ne descendait contrôle que à des moments précis. Est-ce que la vignette, parce que l'année budgétaire commençait au mois de juillet, on vous donnait un délai pour les vignettes. Lorsqu'on descend, on dit vignette, on contrôle les vignettes. On vraiment, parce que peut-être accident de circulation, on se demande, est-ce qu'il y a la boîte à pharmacie, est-ce que, on ne venait que pour ça. Donc c'était, j'allais dire, des contrôles sporadiques de manière saisonnière pour voir un certain nombre de choses. Il n'y avait rien qui braquait, parce que ça c'est la politique du braquage qu'on a là maintenant. C'est le braquage au point où, lorsque vous entendez un ancien secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, il faut donner des chiffres, qui vous fait le bilan des contrôles routiers. Il vous dit, nous avons pu récolter 2,5 milliards. Mais attendez, est-ce qu'on a envoyé les forces de maintien de l'ordre dans la route pour récolter de l'argent? Ils ont dit qu'ils allaient faire la prévention routière. La prévention routière n'est pas la sécurité routière. Voilà d'autres mots. Donc c'est pour ça que je dis, on ne sait pas. Or, la prévention s'accompagne dans les années 80. Et jusqu'en 90, Paris, il y en avait un, de télévision d'État, et l'Hippocamopo, par exemple. Vous verrez que la police, la gendarmerie, les communes, engageaient ou alors encadraient les citoyens dans une dynamique d'éducation. Mais bon, l'Hippocamopo, je salue, c'est un aîné, je ne sais même pas s'il est décédé, s'il est encore vivant. L'émission était éducative. On éduque et les transporteurs, et nous les usagers, et tout le monde sur cela, et même les forces de maintien de l'ordre qui sont dans nos rues. Parce que lorsque les touristes, il a parlé des touristes tout à l'heure, on commençait à dire, mais on ne comprend pas. Pourquoi la même police, le GMI, nous contrôle à la sortie de Douala? Bon, on pourrait entendre que le même GMI nous contrôle à l'entrée de Yaoundé ou à l'entrée de Kribi. Mais entre Douala et Edea, vous avez au moins 8 contrôles. Ça veut dire quoi? Pas la même police, non, ça devient... Il y a beaucoup trop de contrôles, beaucoup trop de contrôles, et on peut se demander à quoi ça sert ces contrôles-là. Je voudrais ici me faire le porte-parole ou le compte-rendu d'un témoignage reçu, parce qu'il y a quand même dans ces nombreux contrôles quelque chose qui est assez fort. Soit il y a des contrôles fantaisistes, des contrôles qui sont là et qui ont des ambitions autres
que des ambitions nobles, ou encore soit il y a des contrôles, de véritables contrôles, mais ces contrôles-là sont finalement, on va le dire, menacés par des personnes qui, quand elles arrivent à ces postes de contrôle-là, prennent leur téléphone, lancent un appel et vous avez au bout du fil une haute personnalité de la République qui vous demande simplement et qui vous menace d'ailleurs hein, de laisser passer cette voiture, sinon vous verrez ce que vous verrez. Donc il y a ça aussi qu'il faut pouvoir dénoncer ce matin parce que ça pose un réel souci. Dominique Audrey, sur cette question, quelle est votre appréciation? L'évocation de ce sujet sur la route me fait penser à tous les voyageurs. Pour les voyageurs notamment, c'est un calvaire parce qu'il faut s'arrêter à, disons, toutes les heures quasiment pour subir un contrôle. Et les personnes les plus touchées, généralement, les plus affectées, ce sont les étrangers et les élèves et les personnes qui perdent généralement leur carte d'identité. Pour moi, à l'évocation de ce sujet, moi je ne vois que l'argent, la corruption à la base. Il y a quelqu'un qui m'a dit que du côté de Kolafamba et Garouaboulaye, là-bas, les contrôleurs ne se cachent plus. Ils savent qu'ils doivent avoir de l'argent. À la base, mais ça fait partie, oui, quand vous donnez vous appelez ça la feuille de route. Oui, quand vous faites le corridor Douala-N'Djamena, on sait qu'il y a un dénombre de contrôles. On vous dit, là-bas on paie souvent 10 000, là 10 000 francs, là c'est justement. Ils appellent ça, LV, lettre de voiture. Lettre de voiture. Voilà. Oui. Ce n'est pas normal. Moi j'ai un oncle qui travaille dans une société qui fait le transport de marchandises. Il dit qu'il s'est retrouvé dans des problèmes un jour avec un contrôleur parce qu'il a donné le cahier là. Non, le dossier. Il a remis le dossier et tout était normal. Il lui dit que non, moi, qu'est-ce que je fous avec ton dossier? Fais ce que tu as fait. Il lui a dit non, moi, j'ai rien à te donner. Tu me donnes. Et malheureusement, on a, la semaine dernière, sur les réseaux sociaux, on a vu un policier qui se faisait, sur qui un chauffeur de taxi s'est accroché parce qu'il voulait partir avec le dossier. Justement, à cause de ce genre de situation-là, leur rôle, c'est de contrôler les pièces, contrôler les vignettes, les patentes et autres, si toutes les pièces dont on a besoin sont là. Mais ce n'est pas ce qui est fait sur le terrain. Eux, ils s'attendent à ce qu'on leur donne de l'argent et ce n'est pas normal parce qu'ils laissent passer. Si quelqu'un n'a pas de pièces, si la visite technique n'est pas en état, on vous laisse passer alors que vous avez donné. Et devant, on va avoir des accidents. On laisse entrer tout le monde et n'importe qui. Donc, il faudrait que les personnes en charge, je ne sais même pas, elles ne feront rien de toute façon. Ok, Karine Sontia, que dites-vous? En tout cas, moi je pense que la prolifération de ces contrôles routiers-là contribue à encourager la corruption, puisqu'on voit que lorsqu'ils y vont, c'est généralement pour prendre les 1000 francs, question de renflouer encore les poches pour arrondir les fins de mois de ces agents de police-là, généralement. Et pourtant, à la base, ces contrôles routiers-là permettent non seulement en cas d'accident, de contrôler les autres véhicules, de limiter, de mesurer en fait les dégâts et ainsi de suite. Maintenant, on nous parlait de ça. Généralement, quand on attendait un contrôle routier peut-être sur la route Douala-Yaoundé ou encore Douala-Bafoussam, on savait que soit il y a eu des coupeurs de route qui ont attaqué, soit il y a eu, je ne sais pas, un accident ou encore là où il y a eu un problème de sécurité. Parce qu'à un moment donné, il y avait des rues où il y avait des coupeurs de route qui sortaient, qui attaquaient des véhicules, qui portaient tout et partaient avec. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et à tout moment, il y a des policiers sur la route. Mais ce qui est encore important, c'est qu'il y a des périodes où vous les voyez plein dans les routes. C'est-à-dire, comme nous sommes déjà en fin d'année, il y a des documents de véhicules qui terminent déjà, qui finissent déjà l'année, donc qui sont en pleine expiration. Voilà, qui sont en pleine expiration. Ils sont très nombreux dehors et vous allez voir que l'année prochaine, ces mêmes documents qui sont expirés, qui sont déjà expirés, vont encore être sur les rues. Ok. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous. Rendez-vous dans un court instant pour la deuxième partie. Passer la main car tu es déjà fatigué. Papa, repose-toi. Nous allons faire le travail à ta place. Hugues de Bafon qui nous écrit ce matin. Bonne idée. Voilà. Bonne idée. Je crois que le couple est responsable de ce qui leur arrive. N'oublions pas qu'il y a des hommes dont les femmes ne sont que
pot de fleurs. La femme a échoué pour ses enfants. Un langage assez hybride. Le bantou, c'est celui qui torture sa propre sœur africaine. C'est une question de téléspectateurs qui nous envoient. Ça dépend des tortures, de ce que vous appelez torture. Concernant l'histoire du jour, je pense que cette femme n'a pas bien éduqué ses enfants et en plus, elle ne faisait aucune activité pendant la jeunesse avec son mari. Donc, elle était seulement là pour consommer l'argent de son mari. Elle ne l'a pas conseillé comme il faut. Ça, c'est Dimitar Douala Abesengue qui nous écrit ce matin. Le maintien en activité d'un senior n'est pas qu'une histoire d'argent. Cela participe de sa santé physique et mentale et de sa longévité. Mieux que ce soit, disons, repos qu'on veut lui donner. Source d'AVC, d'Alzheimer et autres. Yves-Marie de Yassa. Vous parlez là comme en France, les seniors. Merci pour ça. Allez-y. Ghislaine de Champ, par rapport à l'histoire du jour, Adélaïde n'a pas su être une bonne femme. L'homme noir a tout mis en œuvre pour abuser la femme noire. Le mot bantou ne sort de nulle part. À part les pygmées, tout le monde est occidentalisé. Non, je vous permettez, monsieur Fopossi. Je pense que quand on est quand même à une émission éducative, même ceux qui nous écrivent, vous devez vous référer. Allez, prenez n'importe quel moteur de recherche et vous allez nous écrire après. Bon, Google. Voilà, il y a 6000 ans, c'est le noir qui a dit que le blanc était aussi un être humain. Il y a plus de 6000 ans, le blanc n'était pas un être humain. Pour le dire comme on est. Et quand vous avez encore aujourd'hui au 21e siècle, les gens vous disent ça. Deuxième chose, allez expliquer également le statut de la femme dans la société dite primitive et le statut de la femme dans la société dite moderne. Vous verrez où est-ce que le noir ou le bantou avait plus de considération que des femmes sur la femme. Vous verrez que c'est justement là où vous appelez le statut primitif. Moi je pose une question. On sait comment on donne le statut pour les femmes. Pour parler en des termes simples, ça veut dire que les femmes étaient mieux traitées avant que le noir ne rencontre l'occidental. Absolument. C'est pour cette raison que cette œuvre, la Grande Royale, quand il parle de Tchèque Amidou, quand l'aventure ambiguë, pour vous dire que quand ça va mal, et surtout quand ça concerne les enfants, c'est la femme qu'on écoute. C'est ça la tradition africaine. Et surtout une femme qui n'est pas allée en mariage. Elle était là. Elle dit, envoyons nos enfants à l'école des Blancs. Mais ce qu'ils vont y prendre, vaut-il ce qu'ils vont perdre? Elle a dit non. Mais l'essentiel est quand même qu'on les y envoie. Donc, parce que les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous en parlez tous les jours ici, mais oui, vous semblez prêcher dans le désert. Même cet homme de 76 ans, quand il a pris sa retraite, comment ça s'est passé à l'époque? Pour vous dire, fin du mois, un homme achète, nous on n'avait pas les sacs de riz de 50 kilos, c'était des sacs de 100 kilos. On achète plus un sac de macabo qu'on appelait un djombe. On met à la maison, un demi-sac de haricots et on donne 10 000 francs à maman, à la femme, pour compléter le reste, les condiments et autres. Et le sapak, parce que vous n'avez pas connu le sapak. D'accord. Voilà, qui était de telle manière que quand ça va mal, madame a toujours un 100 francs, pour acheter le sapak. C'est comme ça que c'était organisé. D'accord, en tout cas. Et s'il parvient à 76 ans à avoir une maison en ville, ça veut dire qu'il a acheté le terrain. Et ça veut dire précisément que madame qui n'était pas là. C'est pour cette raison qu'elle a appris à ses enfants. On l'a longuement dit sur ce plateau. Il s'agit d'une femme. Vous ne pouvez pas avoir les yeux de 2019 pour analyser les choses qui se sont passées en 1980. Donc, demandez à ceux qui ont vécu les années 80, ils vous donnent leur organisation sociale. Oui, c'est souvent le piège aussi. Parfois, on est sur des paradigmes différents et on jette un regard rétrospectif sur la vie de gens qui d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans, sans imaginer comment était régi leur rapport entre eux là-bas et comment... Et d'ailleurs, c'est ce que Habermas appelle système de valeurs et de normes. Qu'est-ce que nous considérons comme étant valeur par rapport à nous et ce qui est une norme? Il faut faire des différences parce que si aujourd'hui les gens pensent que manger du pain c'est une bonne chose, hier ce n'est pas manger du pain, c'était une trahison vis-à-vis de vos frères.
parce que vous sembliez Voilà. trahir le village en mangeant ce que l'envahisseur venait nous donner. Donc il faut bien comprendre ça. Mon papa ne peut pas manger du pain le matin. Voilà. On lui Donc, réchauffe sa nourriture et justement, voilà. il ne peut pas faire une semaine en ville. Oui. Il reste au village. Il est à l'aise quand il va au champ, quand il va... Vous lui enlevez le champ, il va mourir le lendemain. Donc vous allez lui dire, mais papa, pourquoi tu vas... Nous, on y va. Tu viens le mettre dans le climatiseur, il ne va pas rester. Donc c'est effectivement l'autre téléspectateur qui a envoyé le message. Le monsieur, ancien chauffeur, il se plaît là. Donc quand il ne conduit pas, il peut mourir. Voilà. bon. On va lire d'autres messages, Karine. Que font des enfants de 30 ans et plus dans la maison familiale? Je puisse vous rassurer que les enfants l'ont fait sous l'ordre de leur maman et ce monsieur n'a jamais été même respecté ni par la femme ni par les enfants. À l'âge de 5 ans chez nous, on te dit la vie c'est une place, tu dois te battre. Je suis déçue de ces enfants et de l'éducation qu'ils ont reçue. Faites des économies, mesdames, à chacun son argent. C'est Valérie D'accord. qui écrit ce matin. On va s'arrêter là pour les messages de l'histoire du jour. On va terminer rapidement sur vous, Chalamel, sur ces contrôles que vous jugez excessifs sur nos routes. Alors, il faut dire que lorsque vous discutez avec les comment on va dire, les transporteurs interurbains, lorsque vous avez vous-même la chance d'être dans un véhicule, vous allez vous rendre compte... Ok, le temps pour nous de revenir à vous. Karine, on va tout de suite basculer avec vous dans la revue des réseaux sociaux. Oui, M. Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on a 3 sujets. Et le premier sujet concerne notamment cette vidéo de Vincent Ndji, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda, dans une vidéo qui est à genoux et demande aux uns et aux autres d'arrêter la guerre, de déposer les armes. Après le succès du grand dialogue national, on voit bien que les affres continuent d'être perpétrés dans cette région et aujourd'hui, il est dépassé par cet événement et aimerait bien que tout cela cesse. Voilà, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda, Vincent Ndji Ndoumou, donc qui a fait ce geste d'humilité. Il a demandé aux groupes séparatistes armés, vraiment que par pitié, qu'ils arrêtent leurs exactions, qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Donc il les a suppliés. Il s'est mis à genoux pour leur demander vraiment de s'arrêter, de ne pas continuer à faire de la peine parce qu'il est fatigué, lui, en tant que le super maire de Bamenda, de ramasser les têtes des personnes dans la ville de Bamenda. Et on peut imaginer qu'il soit meurtri par cette situation et que finalement l'on en soit à regretter le nombre de personnes qui subissent des exactions dans cette partie du pays. Bon, Bengan. Oui, c'est une situation vraiment douloureuse. Et je comprends. Et il voudrait, c'est un appel de cœur, un élan de cœur qu'il voudrait que tous les compatriotes et surtout ceux qui sont dans cette entreprise-là. Non, c'est une situation vraiment douloureuse. Un délégué de gouvernement, comme on les appelle, le principal magistrat municipal du pays, vous ne dormez pas, vous êtes toujours, vous vous dites même un coup de fil où votre enfant veut vous annoncer son anniversaire, vous vous dites peut-être encore on va me dire qu'on a coupé la tête de quelqu'un, il y a des gens, bon, vous ne dormez pas et vous vivez dans une psychose terrible, donc je le comprends, mais ce n'est pas lui. Comment, en fait, il est désarmé face à la situation qu'il trouve en face. Donc, on s'est dit, puisque le gouvernement et l'État du Cameroun n'ont pas procédé comme il fallait le faire. Le gouvernement dont il est délégué. Absolument, dont il est le délégué n'a pas pu. Il ne les accuse pas, il appelle seulement ses autres frères en leur disant, mais non, ne coupez plus, ne tuez plus. Et non, c'est un acte bien, mais dans ce genre de situation, on ne se limite pas à pleurer. C'est comme si j'ai entendu le président de l'ECAM et de la CONAC vous dire qu'ils vont prier. Ils ont quand même organisé les cultes œcuméniques. Non, ce n'est pas Dieu. Il n'y aura pas une assemblée générale des saints et au ciel et des anges au ciel qui vont dire non. C'est d'engager une action. C'est-à-dire quoi? Apparemment, certains
séparatistes commencent à se rallier, quelle action il engage? De manière utile, peut-être, est-ce qu'il peut les rencontrer? Est-ce que... Donc, il s'engage dans une entreprise où il les rencontre, ou alors il les met en contact, se met en contact avec eux pour plus tard devenir un médiateur pour calmer l'événement. Donc, ce qu'il a fait là, bon, il n'a pas le pouvoir d'appeler les ancêtres. Et les ancêtres nous ont tourné le dos parce que nous nous tuons entre nous. Les ancêtres n'aiment pas la bagarre. Ils ne nous aiment pas. Il y a la vidéo là, je pense. C'est quand même déplorable, je le comprends. Je plains son sort. C'est nous tous d'ailleurs, même nous qui ne sommes pas Bamenda, chaque fois, comme avec la décapitation de ces policiers-là, ça fait mal à tout le monde. Donc, mais qu'il s'engage dans une médiation même informelle avec ces séparatistes-là pour vraiment calmer. Dans un contexte où on installe le nouveau préfet de la MESAM dans le nord-ouest, madame, monsieur, c'est quand même tout à fait extraordinaire, hein, l'acte que pose le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda, Chalamel. Beaucoup ont remis, ont douté de la sincérité de ce délégué du gouvernement. On estime que, voilà, il fait partie de ceux qui sont une partie du problème. Certains estiment qu'il n'a pas à se rabaisser à ce niveau-là et que ça pourrait envoyer plutôt un message de l'État qui s'affaisse. Alors, il faut dire, M. Éric Fopoussi, que c'est dangereux lorsqu'un serpent se mord lui-même. Qu'il confonde l'une des parties de son corps ou sa queue à une cible. C'est ce qu'on est en train de vivre là, maintenant, M. Éric Fopoussi, où on a vu des caciques, des turiféraires se lever via des comptes anonymes, bazooker. À ciel, m'as-tu vu ce délégué en lui disant qui l'a mandaté, qui lui a donné est-il en état de pouvoir engager alors que l'État a mis sur pied un ensemble de structures. On a eu le Planut, on a eu le DDR, on a surtout qu'on sort du grand dialogue national. Du grand dialogue. Qui lui a dit à quel niveau? Est-ce qu'il connaît à quel niveau les pourparlers sont faits en Suisse et partout? Donc vous voyez, on s'est dit aujourd'hui, voilà les gens qui ont pendant longtemps nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Voilà les gens qui ont dit pendant longtemps, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de si. Aujourd'hui, on se retrouve à ceci qu'un délégué mette les genoux au sol. Ça veut dire que ce qu'on nous raconte est bien loin de la vérité, M. Éric Fopoussi. Si ce délégué arrive à mettre les genoux au sol, ça veut dire que Facebook même nous ment. Donc, il est en train de parler là. Oui, il est en train de dire que la situation est plus torride. Elle est plus affreuse que ce que vous voyez. Regardez là où il se met à genoux. C'est la place des fêtes. Hein. Mais c'est ça que je dis. Regardez là où il se met à genoux. Combien de personnes le filment? Il y a la vidéo là qui... Donc, monsieur Éric Fopoussi, je dis à ce niveau, ça suppose que la réalité sur le terrain est énorme. Vous savez qu'ici à Boya, je prends le cas de Boya, les enseignants d'université sont rançonnés. C'est-à-dire, à la fin du mois, ils connaissent quand vous touchez. À la fin du mois, on vient, vous avez une enveloppe spéciale dans laquelle vous mettez l'argent. Vous envoyez en-dessous de votre porte à une heure précise lorsqu'on toque. Vous ne le faites pas, c'est votre enfant qu'on prend. Et c'est la raison pour laquelle vous faites un tour pour les étudiants de Boya. C'est les enseignants qui disent aux étudiants que ne venez pas tel jour, il n'y aura pas cours parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Ce sont les enseignants qui sont informés. Donc j'estime que la réalité sur le terrain est tout autre. Soit, véritablement, l'armée se déploie et crée ce qu'elle va créer. Soit, l'armée la première, l'armée régulière la première, on décide de la démilitarisation, monsieur Éric Fopoussi. On décide de la démilitarisation de cette zone. Les militaires se retirent pour voir comment est-ce que ces gars vont faire. Dans tous les cas, il faut rapidement qu'on trouve quelque chose. Ça peut être là que le délégué lui-même est en train de menacer sa vie. Hein. Ça peut être que lui-même est en train de subir les pressions. Hein. Ça peut être qu'on est en train de lui dire que tes enfants vont subir. Ça peut être. Il y a tout un tas de suppositions. Le fait, monsieur Éric Fopoussi, contrairement à ce que les gens pensent, que c'est affaisser l'État, c'est humilier l'État, c'est un acte de grandeur. On a vu le premier ministre de l'Éthiopie recevoir un prix Nobel de la paix, M. Éric Fopoussi, pour l'ensemble des actions qu'il a menées pour essayer de réconcilier l'Érythrée et l'Éthiopie. Alors, ça peut passer par ce délégué du gouvernement. Non, mais, il peut avoir un prix Nobel de la paix pour la négociation. Sauf que plus tard dans la vidéo, on verra où il se met à genoux dans la vidéo. Mais j'ai envie de dire quelque chose d'assez précis. Alors, sachez que
il y a eu un grand dialogue national au Cameroun où on nous a dit que les représentants des groupes armés y étaient conviés et étaient présents. Donc, un tel geste envoie un mauvais signal par rapport au discours officiel qui veut qu'il y ait eu un dialogue et que le dialogue a été un succès retentissant. Voilà, là où il se met à genoux, c'est terrible. Regardez, c'est dans le cercle. Oui. Ce n'est pas n'importe où. C'est un geste là où très il se fort. met à genoux, c'est grave. Alors, donc monsieur, disons que dans les grandes révolutions du monde, le système du maquis fonctionne comme l'hydre. Vous coupez une tête et il en repousse une autre. Est-ce que les généraux qui sont venus à Yaoundé sont venus avec leur bureau? Ou les forts, les grosses têtes? Est-ce que ce n'est que les individus qui se sont présentés? C'est la question qu'il faut se poser. Oui, parce qu'on aurait dû dire, les généraux sont-ils venus avec leurs troupes? Les troupes, ils devaient venir avec leurs troupes. C'est là où tout le monde a dit qu'il y a eu un mensonge à Yaoundé. Les généraux devaient venir avec leurs troupes. Comme vous voyez, voici le colonel tel. Il était responsable du secteur Z de Manfé. Voici le colonel. Voilà tous les gars qui sont sous son commandement. Voilà les gars qui sont sous son commandement. Nous voici. Donc, je pense que c'est à ce niveau. Donc, les éléments qu'on nous envoie aujourd'hui. Donc, sûrement, si les généraux qui ont été présentés à Yaoundé sont venus en étant des repentis, forcément, les troupes sont restées choisies en général parmi eux. Absolument. L'adjoint le plus immédiat, c'est lui qui prend les têtes. Le général m'en dit que bon, à mon absence, c'est tel qui va prendre. Peut-être que celui qui est même parti était même celui qui a été déchu par l'équipe. Celui-là, comment on l'appelait, Polycarpe. Polycarpe, on a tué M. Eric Fopoussi, qui est rentré. Bon, il confirme qu'il a été tué, hein, vraiment, faut pas. Bon, Chalamel, il faut pas qu'on se laisse apporter. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, et Chalamel, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que tous ceux qui critiquent l'attitude du délégué du gouvernement de Bamenda sont dans une posture officielle. Hein. Je peux vous dire que c'est une posture officielle. Que ce délégué, il est peut-être courageux de faire ça. Que ce délégué ne s'arrête pas là. Monsieur le délégué, même s'il faut prendre tous les fonds de la communauté urbaine, prenez-la, descendez dans la brousse. Si vous avez les moyens, descendez dans la brousse et organisez ce dialogue-là de proximité avec ces gars. Discutez. Il y a une liste qui circule et il y a une liste de personnalités qui circulent. Qui sont recherchés par ces groupes armés. Il ne peut pas prendre ce risque-là, Chalamel. Je dis, monsieur, il a déjà commencé. Il faut qu'il engage. Moi, je dirais qu'il laisse l'argent de la communauté. Il commence. Vous dites ça parce que vous avez... Non, attention, on va envoyer un contrôle, une opinion, dit tu as sorti ça sur quelle ligne, on le met en prison. N'envoyez pas le délégué à la mort. Il a déjà commencé. Non, mais ce qu'il a fait, il a commencé. Il est au centre ville. Regardez autour de lui le dispositif. Non, mais monsieur Eric Fopoussi, attention. Qu'il aille. Ce n'est pas là où ceux qui ont pris les armes, comment ils vont-ils faire pour croire en ce qu'il a fait, pour avoir foi en lui? C'est quand ils vont discuter face to face. Je vous dis qu'il ne peut pas, dans les conditions de Bamenda actuellement, c'est impossible qu'il le fasse. Je le dis parce que la situation est grave et c'est ce qu'il dit. Monsieur Eric Fopoussi, nous avons eu au sorti de ce dialogue des personnes qui nous ont dit, on a Eli Smith, on a l'honorable Joshua aussi, qui ont dit qu'ils ont reçu personnellement des coups de fil de ces personnes. Ils se rapprochent de lui. Il reçoit des coups de fil. Il reçoit de qui? Des déserteurs, des gens qui n'ont pas de pouvoir. Nous avons des gens comme Padi Assanga, qui est passé plusieurs fois sur des antennes d'Equinox pour dire voici l'état de la situation, voici ce qu'il y a lieu de faire. Il peut se rapprocher des gens comme Padi Assanga. Il peut discuter. Pourquoi vous ne croyez pas aux sérieux? Pourquoi vous aussi vous ne croyez pas aux autres? Écoutez leur discours. Ils vous disent qu'ils reçoivent des coups de fil des combattants. Et ils réussissent à faire en sorte que ces gars-là sortent de la brousse et ils donnent un travail. Vous pensez que ceux qui financent ça sont à un travail prêt? Oui, ça peut le faire. Comment la Colombie a fait? Le président colombien n'est pas levé un beau matin, il a allé, on l'a dit, la guerre est finie. Non, il y a eu, justement, il faut des personnalités. Et on connaît ceux qu'on a rencontrés. Si on continue à rencontrer les seconds couteaux comme on le fait actuellement, ils n'ont pas de pouvoir. J'ai dit donc, c'est ce que Chalamel et moi on dit. Il y a le député Wirba, on ne l'a pas entendu. Voilà. Même à l'Assemblée nationale, il a été hué. Il peut se rapprocher du député Wirba. Là maintenant, on verra. De fil en aiguille, on ne dit pas qu'il va le faire en une journée, en deux ou en 6 mois. Donc l'action c'est quoi? C'est d'aller justement vers ceux qui sont les vrais généraux
Voilà. voir ensemble et comment les instigateurs derrière, s'il y en a, ainsi de suite. Non, ce n'est pas un travail de ciseaux. En tout cas, je Attendez. vous dis, il n'a pas le niveau de pouvoir qu'il faut pour faire ça. Il n'y a pas, il n'y a pas de niveau de pouvoir. Le Cameroun a bien un président de la République qui a été mandaté par le peuple pour gérer, mais il n'a pas de substitution au président du Cameroun. Mais attention. Sauf que là, c'est sa ville qui paye le C'est prix. le président Ce qui sont l'a ses nommé. populations Il qui a dit au payent le président, prix. tu as signé un décret qui me met ici. D'accord. Tu envoies ton représentant là. Voilà la situation. Bon, Je peux il y a plus. une ligne directrice du D'accord. gouvernement camerounais. Monsieur, Monsieur Vous Fopoussi, ne vous perdez pas. Allez-y, parlez. vous Ouais. pensez sincèrement que si ces ambazoniens-là veulent l'atteindre, on ne pourra pas l'atteindre? Il va sortir de là, est-ce qu'il aura toute cette garde-là? Non. Je pense que si beaucoup de personnes avaient fait preuve d'autant d'humilité que ce monsieur-là, peut-être les choses se seraient arrangées depuis un moment. Ce n'est pas réducteur de se mettre à genoux. Non. Moi, je ne vois pas, ce n'est pas un maire que moi je suis en train de voir à genoux. C'est un homme qui est dépassé. délégué du gouvernement. Non, c'est pas le délégué qui est à genoux. Il est un homme dépassé. Ce n'est plus le Non, mais il a délégué. sa fonction, n'oubliez pas. Non, ce n'est pas en c'est tant pas que là. délégué qui se C'est met pas là, là-bas. il a fait C'est en sa tant que, fonction. Il est devenu c'est en tant comme que nous. personne qui subit. Vous imaginez pas. Moi, j'ai jamais vu la tête de quelqu'un. Ça doit être difficile pour lui de vivre ça tous les Non, jours. je voudrais qu'on se comprenne. Hein. On n'est pas contre le fait qu'il fasse ça. Le problème, c'est que quand il le fait en déphasage du discours officiel. Les gens qui donnent ce Le discours- discours-là le- ne le font, discours monsieur officiel Fopoussi, est les gens qui celui font qui est ce porté discours par le ne font principal absolument rien. mandat du Cameroun qui le prend pour le dire. Personne n'a rien fait Monsieur là-bas. Fopoussi, pendant longtemps, dans ce pays, on a eu des gens qui disaient les troupes sont au beau fixe. On se rappelle du ministre de la Défense, Mbombo, qui allait passer même des fêtes avec des soldats sur le front. On a dit tout allait bien. Mais quelques mois après, notamment au mois de mars à juillet, on a eu des gars qui se levaient, des rangs qui abattaient Leurs propres camarades. leurs propres camarades qui abattaient. On a dit, ah, est-ce qu'il y a une cellule de suivi? Mais c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est deux langages différents. je crains- Il y a le langage de Yaoundé qui est un langage purement politique et il y a le langage du terrain qui est la tête. Charles Si Abel- vous devez, monsieur le Fopoussi, C'est le pragmatisme, ce qu'on se dit là. Veut dire qu'à un moment donné, ce qu'il fait, il ne suit pas la logique de Absolument. de Et celui nous, qu'il a nous nommé. lui disons, va De- encore de- plus de- loin. de- on de- y va de- encore plus loin. Et de deux, il est entre deux feux. Vous voyez ce qui se passe actuellement. Absolument. Il n'est pas exclu que dans 2 jours, on entende qu'il a été. il n'y a pas de problème. Il on aura va essayé. faire, on va Il faire. aura essayé, monsieur le Il faut Fopoussi. qu'il On aille. fera- Que- si Voilà. on le démet de ses fonctions, on va lancer une pétition sur les réseaux sociaux pour qu'on le remette. Parce que jusqu'ici, on a vu que des gens qui viennent, qui parlent. Madame Ayafor a été tuée. On a vu quelqu'un aller donner l'argent. Personne ne millions. s'adresse à personne. On n'a pas besoin d'argent. Cet homme-là, s'il peut aller dans la brousse, qu'il l'aille. Je ne suis pas sûre qu'il y aura des représailles contre lui. Parce qu'il est en train d'entreprendre quelque chose. On ne veut... Parce on que est le fatigué. langage de monsieur Fopoussi, c'est le langage de ceux qui pensent que la crise a commencé sous le règne de. C'est encore le même règne de qui doit résoudre ce problème. Non, monsieur Fopoussi, il y a des Camerounais qui peuvent le Ça faire. nous incombe. Il a essayé en se mettant à genoux. Vous n'avez vu personne penser, oser même le faire. Même encore publiquement dit, vraiment les gars. Vous savez, je vais vous dire, monsieur Fopoussi, un papa à la maison, je vous prends un cas d'une forme d'éducation. Un père qui tous les jours on dit, ben, on t'a pas remis les bulletins, c'est quelle histoire? Et l'enfant qui cache le bulletin. Par rapport à ce père qui arrive et dit que mais c'est comment non la fille, j'ai même appris que les bulletins sont tombés, tu gardes ton bulletin. Vous voyez, le père, il y a le ton joue dans ces histoires, monsieur Fopoussi. Là il parle, il sait qu'il y a plein de personnes dans cette assemblée qui sont en contact avec ces gars. Il sait qu'il y a plein de personnes même dans son Ça va service arriver. qui sont en contact. Quand il se met à genoux, les gars sortent. Vous avez vu la première réaction. Chacun sortait la vidéo. On filme, on envoie au général que papa, Big Mayor. Il s'est mis à genoux ici là pour demander. Gars, vous voyez, c'est en train de prendre un enfant. Lui, il engage en disant, je suis prêt à rencontrer les généraux. Allez voir en disant, vraiment, moi, je n'ai rien contre vous. Je ne suis pas contre vous. Vous avez vos combats, mais de grâce, la ville, les enfants, vos enfants, nos femmes, jetez des têtes comme ça. Vous savez que c'est la politique qui avait été utilisée par les colons à une certaine époque, notamment à Bafoussam, vous connaissez le carrefour Maquisard, où on plantait les têtes. C'est traumatisant. Vous ne pouvez pas imaginer, monsieur Fopoussi. De vous lever, vous voyez, on a défiguré quelqu'un, on a sorti la langue, elle pend avec la bouche comme ça, plantée sur un poteau. Vous n'allez pas manger pendant 1 semaine parce que vous n'êtes pas habitué. Imaginez-vous, chaque jour, il y a répétition. Je pense qu'il était temps qu'il se lève pour dire arrêtons un peu, enlevons la veste.
Tous les ministres vous racontent des histoires. Moi, je suis sur le terrain et c'est ma ville. Ok. Parce que là, il dit c'est ma ville. Et parce que c'est ma ville, pardon. Bon. Trouvons un terrain d'entente. On va espérer qu'il soit suivi par Yaoundé ou tous Ce décident. n'est pas le problème de C'est pas Yaoundé. l'adresse de Yaoundé. Ce n'est pas le problème de Yaoundé. Non, cette crise doit être résolue à Yaoundé, vous le savez. Donc c'est celui Depuis, qui, on attend, c'est hein, celui qui on décide qui attend. doit suivre le pas. Espérons alors Parce que s'il y a des D'ailleurs, actions, on attend des encore actions la sporadiques solution du comme grand ça là, Si Yaoundé ne fait rien, on fait 10 ans comme ça. mais je vous dis, mais bien C'est sûr, ça. vous verrez ça. Mais Non, je sais que ça ne Yaoundé peut n'a pas rien fait, ça fait continuer. 3 ans. Ça mais, ne peut pas continuer. Nos Dominique familles. Audrey, un État Monsieur fonctionne Fopoussi. avec un dirigeant. Vous aurez fait ce que vous voulez là en bas. Si lui, il ne veut pas que ça avance. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit rendre responsable le gouvernement. C'est à le fait. gouvernement qui a la responsabilité Mais c'est de pour régler ça. ça. Et donc, il faut que ce qu'il fait, pour que ça ait des répercussions, que ce soit les mêmes dispositions d'humilité que nous ayons au sommet de l'État. Parce que si continue à le faire et qu'au sommet, on a l'arrogance, on a ce qu'on a jusqu'à maintenant, je vous dis que cette crise mettra le temps que ça mettra. Et on sait pourquoi. Et je rappelle que, n'oubliez pas, que pas plus tard que vendredi, il y a un ministre qui a réagi, il est porte-parole du gouvernement sur une radio nationale, sur la radio nationale, et qui a dit que on n'entre pas un autre dialogue que celui qui s'est passé à Yaoundé tout récemment. Donc il faut qu'on change ce discours-là au sommet de l'État pour pouvoir atteindre notre but recherché, qui est celle de la résolution de la crise anglophone et le retour de la paix au nord-ouest et au sud-ouest. Alors, Karine, la suite. À présent, on parle de Camerco qui rappelle son personnel de Lagos, Abidjan et Cotonou, puis suspend ses lignes dans ces villes-là de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de 6 cadres en service dans ces agences. À l'origine des tensions dans la trésorerie de l'entreprise publique qui court un risque plus grand de cessation des activités. Alors, Bombok, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pour ça qu'on disait au nouveau DG, qui était l'ancien PCA, que les nominations qu'il engageait à ce moment n'étaient pas opportunes. Dans cette entreprise où le propriétaire de l'entreprise ne sait pas ce qu'il attend de l'entreprise, c'est-à-dire l'État du Cameroun, il faut au moins une bonne coordination entre le DG et le PCA. C'est-à-dire il faut discuter chaque fois. Mais comme c'est les réseaux de la présidence qui pilotent, on voulait l'amener à des fautes. Voilà où on en est. S'il avait procédé à cette nomination, ce déploiement-là, on en serait où? Bon, maintenant, il faut s'interroger parce que je vois qu'il y a la ligne de Dakar qui a été également supprimée en Afrique de l'Ouest. Et vous savez qu'il y a eu, lorsque l'équipe dirigeante actuelle a pris les rênes de Camerco, il y a eu ceux qui pensaient que Ernest Dikoum, l'ancien DG, celui qui était là avant celui-ci, avait ouvert cette ligne de Dakar sans aucun objectif précis, que c'était pour sa famille et tout ça. Donc, on voit très bien qu'il faut lire cela aussi de manière beaucoup plus profonde, pas seulement au niveau de manière la beaucoup fermeture. plus profonde. Nous avons reçu un ancien cadre de Camerco qui disait qu'effectivement, on ne devait pas enlever Ernest Dikoum à ce moment précis. Parce que les lignes qu'il avait ouvertes avec trop de difficultés commençaient déjà à porter des fruits. Et quand vous changez de direction à ce moment-là, ça revient à zéro. Pour remonter, c'est un problème. Parce que apparemment, ceux qui maîtrisent l'aviation civile disent qu'il y a un problème de confiance. On dit, c'est tel que là, il y a un problème de signature. Il y a. En attendant que celui-ci revienne la confiance au même partenaire, ça va prendre du temps. Donc, c'est pour ça que le propriétaire de l'entreprise, qui est cette nébuleuse que vous appelez la présidence de la République, doit vraiment cesser de venir tirer les ficelles par-ci, par-là. D'accord. Charles, on ne cesse de parler de Camerco et ses déboires ces dernières semaines. Alors, disons tout simplement que je vais paraphraser en ressortant une image de quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral, il est hémiplégique. Ou tétraplégique? Non, il est hémiplégique. D'accord. On dit non, c'est rien. Ça va se remettre sur 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donnez-lui juste 2 ou 3 comprimés, ça va aller. La crise s'aggrave, il devient tétraplégique. Bon, je dénie. Vous leur dites que il y a des informations ici et là et vous dites que non, tout va bien. Il n'y a pas de problème, donc on continue. Voilà, on est en train maintenant de penser refaire le tarmac. On est en train de penser réaménager, enlever l'étoile d'A. Lagos, Cotonou, N'Djamena et autres. Je suppose que désormais, c'est juste à l'intérieur du pays que ça va se déployer. Certainement.
Voilà, j'ai une question. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre les avions au Cameroun? Vraiment? Parce que si c'est rien comme on ferme... Il n'y a pas de route, il n'y a pas de train. Même au Cameroun, non, on ferme. Puisque même les avions là, ce sont des locations et ils sont incapables de fermer, de payer. Non, ça aide beaucoup. Monsieur Fopoussi, j'ai lu des des articles... Les avions aident beaucoup par rapport à ceux de nos compatriotes du Grand Nord. Monsieur Fopoussi, j'ai lu dans un article... Imaginez quand vous avez un programme en Gaoundélé, vous allez faire un week-end aller-retour, vous êtes... Non, mais le temps que ça met, écoutez, mais puisque même les aéronefs, là, au niveau du paiement de la location, ce n'est pas évident. Au lieu de continuer de s'endetter, on ferme et on tourne la page de cette histoire parce qu'à la longue, ça fatigue de parler toujours de ça. Ça fatigue. Donc, on ferme, on aménage les routes où on arrange les moyens, le train. Et... Alors, j'ai une amie malienne qui, sur le bas de cette affaire, a commenté sur les réseaux sociaux et a demandé, mais qui prenait d'abord Camerco pour aller à Dakar ou pour aller à Cotonou. Comme quoi, hein, il faut être très mesuré. Est-ce que ces lignes-là fonctionnent normalement? Sûrement, c'est des lignes, on va dire, des budgétivores, mais qui ne rapportaient rien. On va, Karine, terminer avec vous. Oui, on parle à présent du ministre des Transports, Jean-Ernest Massénanga Libéré, qui a procédé à une vague de sanctions entre suspension de permis de conduire pour 1 an, 6 mois, 3 mois. On a aussi eu des convocations des propriétaires de véhicules, des contraventions et autres. D'accord. Bon, Bengan, le ministre a communiqué entre guillemets, quelqu'un avait dit ça, mais est-ce que ces mesures-là, vous sentez que ça peut être efficace? Oui, il faut commencer. Pour faire 10 km, on fait un pas. Il a commencé par des sorties. Il communiquait, oui, il faut commencer par sanctionner les gens. Et on avait dit à l'époque, quand on s'en prenait aux agents de voyage, est-ce qu'il aura des coûts? Est-ce qu'il faut commencer petit à petit? Ce que vous pouvez le faire lorsque la faute est grave, vous sanctionnez. Pourquoi pas? C'est précisément le manque de sanctions qui nous a amenés là où on est. Mais sauf que là, si vous voyez bien, ces sanctions ont été prises dans la campagne qui va de août à septembre. Notons en octobre, depuis quelques semaines, c'est vraiment tout moche hein, sur la route de la Yaoundé. Donc, je vais dire ceci. Au moins, ceux qui sont récidivistes, ils doivent couper. Et on va donc progressivement. N'oubliez pas, on parlait de 100 mm d'éléments. Il y a des gens qui ont les bras longs. Donc, c'est difficile pour un chef de donner ou alors de prendre des décisions qui ne sont pas prises. Si je vous dis maintenant, dans ma maison, je commande, je dis, faites ci, faites ça, et ce n'est pas exécuté. C'est mon autorité qui sera remise en cause. Donc, il va de manière graduelle. Moi, je ne le considère pas comme un ministre de communiquer. Je le considère comme un ministre qui comprend son environnement et il veut aller par palier par palier. En tout cas, on va juste voir que... par exemple, le cas de Camerco, c'est quand même le PCA. Quand il a tiré les actions, quand il vient sur les agents de voyage... On juge sur pièce. Hein. Ce qui est certain, c'est que depuis qu'il fait tout ça, on se rend compte que les accidents ne continuent à avoir... Pour les accidents, il n'est pas seul. Je vous parlais tout à l'heure de l'Hippocamopo. Il y a 3 structures qui doivent conjuguer les efforts. Il y a le ministère des Transports, il y a la police, il y a la gendarmerie. Si vous ne travaillez pas en concertation, donc, comment vous appelez ça? Nous, à notre époque, on parlait de projets intégrés. Si vous n'en travaillez pas de concert, une seule structure ne pourra pas le faire, ne pourra pas faire ça. Et en plus, il y a même le ministère des Travaux publics. Oui. D'accord. Parce qu'à notre époque, on l'appelait ministère de l'équipement. D'accord. En tout cas, bon, Bengan, on voit très bien que ça ne porte pas ses fruits. Tout se passe comme on le voit pour renflouer les caisses de l'État, puisqu'on demande de payer 25 000 francs CFA au trésor public pour justement interpelle dans son patron, qui est le coordinateur de l'action gouvernementale, qui est le Premier ministre. Voilà. En lui disant que je veux, voilà. En tout cas, bon, Bengan, madame, monsieur, baissez la vitesse sur nos routes, je vous en prie. C'est important. On va s'arrêter là pour la revue des réseaux sociaux. Tout de suite, on va prendre Excel. Cette campagne qui s'achève le 15 novembre prochain, vous avez pour un package de 4 lavages achetés, 1 offert. En plus, nous vous offrons un check-up en 40 points de contrôle systématique. Donc, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire à partir de ce moment. Si vous êtes
propriétaires de véhicules, c'est de vous rendre à Bonapriso, carrefour du lycée Mongo Joseph, et nous répondons au numéro de téléphone 675 90 01 82 et le 696 55 27 70. Bien, pour finir, il faut aussi noter à l'attention des gestionnaires de parcs automobiles que Excel Car Center est doté d'un département qui s'occupe de la gestion de vos véhicules. Nous vous permettons de vous occuper de la raison sociale de vos entreprises et nous, en ce qui concerne vos véhicules, nous vous permettons de mettre tous vos véhicules au point en termes de prévention, en termes d'intervention. Alors, et il faut le dire également pour sortir que Excel Car Center vous permet de réduire votre budget d'entretien automobile. Je vais, avant de vous quitter, vous parler des solutions en matière de diagnostic. Nous vous permettons, avec tout notre dispositif, tous nos appareils, de pouvoir déceler quels sont les problèmes de vos véhicules. Pour ceux qui savent bien, ces 10 dernières années, tous les véhicules sont équipés d'un système intelligent de communication avec son utilisateur. Et dans ce système de communication, il y a des codes qui ne peuvent être décodés que par des spécialistes. Et en matière de spécialistes, en la matière, vous avez Excel Car Center, votre centre automobile. Merci et nous serons ensemble vendredi prochain. D'accord. Merci beaucoup à vous, Patrick Nanda. Madame, monsieur, on va rester là, tout de suite, fixé au poste récepteur télé pour retrouver interpellation pour ce matin. L'idée nouvelle pour le développement et le progrès de notre pays repose sur plusieurs bases déjà. Vous savez, comme tout le monde, comme tous les Camerounais, que le Cameroun est sur le joug de beaucoup d'événements qui ne favorisent pas son développement, tels que par exemple l'économie camerounaise qui est à la traîne. Vous voyez ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, comment l'économie du Cameroun est totalement à terre, puisque cette économie, déjà qui était une économie rudimentaire, qui était une économie qui était basée totalement sur l'agriculture, et que effectivement nous ne pouvions pas décoller parce que l'agriculture au Cameroun est totalement anéantie par rapport au programme de l'État qui ne parviennent pas à aider les Camerounais de fond en comble. Mais ceci dit, il faudrait que d'abord nous puissions résoudre la crise sécuritaire qui règne au nord-ouest et au sud-ouest, et qu'il y ait un dialogue inclusif au Cameroun et que les Camerounais puissent se parler les uns et les autres. Ok, on va, Bégan, commenter ce qu'a dit le compatriote. D'abord, peut-être rectifier ce qu'il a dit. Il dit que l'économie du nord-ouest et du sud-ouest était rudimentaire. Bon, vous voyez, ça montre la méconnaissance de notre environnement. Peut-être il ne sait pas que le sud-ouest représente le plus grand bassin de production du cacao. Du cacao. Ça, il ne le sait pas. Il y a ce que vous appelez les start-up et tout. L'essentiel des start-up du Cameroun, 80%, c'était dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Et pour ça que lorsqu'on avait coupé Internet pendant 6 mois, le Cameroun a commencé à dandiner. Et là, les gens ne le savent pas. Et beaucoup d'autres choses encore. Mais il dit quelque chose de fondamental. Le Cameroun, on l'a toujours enseigné, c'est un pays agricole. Mais comment rendre notre agriculture industrielle? C'est là le problème. Si au moins le cacao... Le JICAM, hier encore, a donné des pistes. Hein. Oui, mais ce n'est pas des pistes qui manquent. Il faut faire selon les recommandations, l'une des recommandations, c'est qu'il faut, au Cameroun, mettre en place une vraie industrie des engrais. Made in Cameroun. Engrais camerounais. Oui, une vraie industrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit dénombrer au moins 100 entreprises qui sont branchées à la haute tension. Au moins 200 entreprises qui sont branchées à la basse tension. Et veiller à ce que on ne rompt pas l'énergie électrique n'importe comment. Mais vous êtes dans un environnement où Eneo demande près de 100 milliards au gouvernement camerounais. Donc le gouvernement n'arrive pas à payer les factures d'électricité. À ce moment, vous faites comment? On est donc pris dans des difficultés où
vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas l'électricité. Et c'est vous qui avez privatisé pour, soi-disant, améliorer le service. Donc, pour reprendre donc, pour industrialiser le pays, il faut reprendre en main ces choses. Comment allez-vous payer ces factures-là? Donc, il faut que les compatriotes sachent dans quel pétrin nous sommes. Nous sommes là vraiment dans un pétrin et Moukoko doit parler d'un plongeon dans le gouffre. D'accord. On va lire quelques messages, madame, monsieur, en attendant de trouver Conciliamine dans un court instant. Karine, allez-y. The government delegate is first of all a problem. C'est un message d'un téléspectateur. Non, parce qu'il était avec ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de problème, comme vous disiez tout à l'heure. Dans un pays... Il aurait pu commencer par demander qu'on libère Man Tchoubibibisi, par exemple. Qu'a-t-il fait au... Non, mais comme ici, quand même, il y avait le gouverneur ou le préfet, il leur disait que vraiment, vous-même, vous constatez ici... C'est pas eux, bon, il fallait aux groupes armés. C'est pour ça que le monde dit, la prochaine étape doit être laquelle? Pardon, mes frères. Moi-même, je vous avais combattu au départ. Là. Maintenant, c'est là où on est, c'est mauvais. Parlons. Donc, c'est tout, parlons. En tout cas, commençons à parler avec moi. Laissons d'abord les gars de Yaoundé. Parlons d'abord entre nous. Les têtes que vous me laissez là. On va lui dire que... Ils sont pas dupes. Il va vous dire qu'on connaît comment fonctionne Yaoundé. Non, mais ce ne sont pas les têtes de Yaoundé qui tombent ici. Sauf que ce qui se passe, c'est que Yaoundé est responsable de tout le Cameroun. Oui, c'est vrai. Le Cameroun est un et indivisible. Et le Cameroun, il n'y a pas que le Cameroun est un et indivisible. On a voté un président il y a tout juste un an à 71%. Donc le président a un socle fort pour prendre des décisions. Donc pour l'instant, on ne peut pas aujourd'hui dire que ceux qui agissent comme des faucons, doivent avoir forcément raison. Il faut des gens qui, au gouvernement, au haut niveau de l'État, puissent avoir une attitude d'humilité et comprennent que on a fait un dialogue. C'était un pas, on a encore du chemin à faire. Il ne faut pas qu'on dise que tout a été fait et que si maintenant rien ne se passe, nous on a fait notre part. Ceux qui bénéficient de la faveur du décret peuvent donc commencer à créer cette dynamique-là qui peut ajouter le rapport de force et ajouter aux députés Wirba et autres. Parce que lui, le délégué, c'est un décret, il bénéficie de la force du décret. Quand il commence donc à dire à ceux qui l'ont nommé que là où on est, là, on ne peut plus. Moi, j'ai pris cette... En tout cas, moi, je l'ai dit au départ, c'est un acte courageux, vu ce qu'il a vu, quel était son positionnement au départ de la crise anglophone et ce revirement qu'il vient de faire. C'est un acte courageux. Il y a peu d'hommes qui reviennent sur leur pas, comme il l'a fait. Il faut le saluer. J'ai commencé par là. Imaginez un peu le ministre Paul Atangadi qui fait ça. Ce serait donc c'est à cette proportion-là. Donc, c'est pour vous dire, au départ, c'était des gens qui étaient vraiment dans l'option dure. Donc il a vraiment changé. Donc absolument. Ce qu'il a fait là, c'est un geste fort. Le maire Kema et lui, voilà, on ne peut pas le nier. Donc il faut le saluer. C'est très courageux. On va. Kema ne l'a pas fait. Non, il n'a pas encore fait. Non, je vais dire l'aile dure. On parlait de l'aile dure. Oui, il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore franchi le pas. Oui, encore moins pour la Tangandji. Pour l'instant, il n'y a que le Premier ministre qui a eu un acte de. D'ailleurs, il faut saluer ça. Sincèrement, il faut saluer ça. Le Premier ministre Dion Gouté, c'est un homme qui a su apporter depuis qu'il est là. On voit une attitude d'humilité, de pondération face à la situation. Justement. Donc, il n'est pas comme les autres dans une option d'état dur et sûr. On va tout de suite, madame, monsieur, basculer au plateau B avec vous, Conciliamine, Vombio Oméga 3 et la lutte contre les hémorroïdes. Bien entendu, merci donc Eric, merci à tous les téléspectateurs de cette émission et un bonjour particulier à tous les clients du concept Salaka, ces clients à qui je dis 1000 fois merci de faire confiance au concept Salaka, car c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont de plus en plus satisfaits parce que parmi vous, il y a ceux qui ont acheté, parmi vous, il y a ceux qui sont aujourd'hui les ambassadeurs du concept Salaka. Allons tout de suite, une fois de plus, parler de ce matin du Vombio Oméga 3 qui est bel et bien votre complément alimentaire qui est donc en vente au concept Salaka du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis.
Parlons bien sûr des avantages liés à ce complément alimentaire. Il faut déjà rappeler que le Von-Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von-Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, ceux qui ont les problèmes de courbature, le Von-Bio Oméga 3 est un complément alimentaire idéal pour les problèmes de rhumatisme. Le Von-Bio Oméga 3 permet également de réduire les complications du diabète. Oui, vous êtes diabétique depuis des années, vous êtes un nouveau diabétique, alors consommez régulièrement le Von-Bio Oméga 3, vous allez voir vos complications se réduire au fur et à mesure. Le Von-Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer. Il permet également de nous prévenir contre les AVC. Voilà quelques avantages liés à la consommation régulière du Von-Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme. Alors parlons du prix. Vous le connaissez déjà, je vous le rappelle encore ce matin. Il coûte la somme de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Et je rappelle que ce prix est valable uniquement au concept Salaka, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr du Von-Bio Oméga 3, vous avez également ce lait de toilette pour diabétiques, cette lotion pour diabétiques qui permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. C'est un lait de toilette uniquement et rien que pour les diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs. Toujours en vente au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Alors, parlons des modalités de livraison. Ceux qui ont besoin de commander, que ce soit le Von-Bio Oméga 3 ou la lotion des diabétiques, ou alors un autre article au magasin 1001 tapis, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de bénéficier d'une livraison à domicile. À côté, bien sûr, de ces deux compléments alimentaires, nous allons rester toujours dans la santé, mais cette fois-ci pour attirer l'attention de tous ceux-là qui ont des problèmes des hémorroïdes. Alors là, je m'adresse à vous. Vous connaissez quelqu'un qui souffre des hémorroïdes, vous en souffrez depuis des années, alors contactez le concept Salaka et commandez cette pommade que je vous présente ce matin. C'est une pommade contre les hémorroïdes. Les auditeurs de la radio Equinox l'ont déjà expérimenté, l'ont déjà utilisé, ils sont satisfaits. Et ce matin, je vais une fois de plus présenter cette pommade contre les hémorroïdes à tous les téléspectateurs de cette émission. Alors pour ceux qui veulent en savoir davantage, que ce soit sur le prix, bien vouloir contacter le concept Salaka au numéro de téléphone que vous avez vu tout à l'heure à l'écran. Merci beaucoup de choisir le concept Salaka et n'oubliez pas, les livraisons se font à domicile pour ceux qui sont hors de la ville de Douala. Alors, on va sortir avec quelques messages avec vous, Karine. Oui. Dans un pays comme la France, quand la police ou la gendarmerie te prend pour une infraction quelconque, ils te donnent une espèce de PV avec facture et toi, le concerné, tu vas payer l'argent. Ne touche même pas la main du contrôleur. Ça, c'est Lionel de Village qui nous écrit ce matin. Oui, oui. Ils ont raison. Les forces de l'ordre n'ont rien à voir avec l'argent. Même ici, c'est normalement comme ça qu'ils doivent faire. C'est pourquoi le ministre des Transports demande de passer au service des délégations départementales ou régionales pour retirer justement le coupon, la quittance pour aller payer au trésor public. Il y a une question, M. Eric Foucault. Oui. Si vous avez un contrôle à Mandjo, un contrôle, comment vous appelez ça, les routiers, prévention routière à Mandjo, qui vous interpelle. Vous faites 30 km ou 8 km, vous tombez sur un contrôle des services du bureau de transport ou du ministère des Transports qui vous contrôle, avec les mêmes motifs. Vous faites encore 30, c'est un contrôle de police qui vous interpelle. Non, ça ne devrait pas être ça, justement. Oui, allez-y, un contrôle de police qui vous interpelle avec les mêmes motifs. Vous arrivez à Ngoa, avant à l'entrée de Ndungue, vous êtes interpellé par un dernier contrôle de gendarmerie qui vous prend pour les mêmes motifs. Alors, finalement, qui est là pour travailler sur quoi? C'est le ministère des Transports? Le premier contrôle délivre ces motifs-là, les autres vont vous laisser passer parce que vous êtes déjà, vous allez payer pour les motifs de... Ils sont là avec les gilets orange sur l'axe de l'eau, le ministère des Transports. Les routiers sont les préventions. En principe, ils sont civils, ne devraient même pas demander les donc, ça c'est vraiment un problème. C'est un énorme problème. Oui. C'est un énorme. Vous avez 15 contrôles entre Douala. Mais on vous dit que Douala Bafoussam ou Douala Bafoussam c'est 5 heures, Douala Banganté va chercher dans les 4 heures. Mais à cause des différents contrôles où vous devez vous arrêter, vous avez 1h30 supplémentaire. Et lorsque vous arrivez, si vous avez la malchance
de tomber sur comment vous avez un policier ou un gendarme qui est très compliqué à ce niveau, monsieur Eric Fopoussi va vous perdre 45 minutes. 45 minutes de votre temps, imaginez-vous. C'est des passagers qui crient et vous allez reprendre la route, ainsi de suite. Donc voilà le problème qu'il y a sur les actes. Il faut considérablement réduire. Non mais c'est vrai, il y a trop de contrôle. Hein. Moi j'ai pris Je ne compte pas les routiers. Moi j'ai pris la voiture. Je ne compte pas les routiers. J'ai pris la voiture entre Paris et Bruxelles. Aucun contrôle policier en route jusqu'à ce qu'on arrive à Bruxelles. Non mais c'est quand même terrible. Et vous pensez qu'on est moins en sécurité là-bas qu'ici? Donc on arrête un peu. On va tout de suite, madame, monsieur, s'arrêter là. On se donne rendez-vous demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.